Un pionnier sur 10 qui s'engageait sur l'Oregon Trail n'en revenait jamais vivant. 30 000 corps enterrés dans des tombes peu profondes. Un cadavre tous les 50 yards sur près de 2000 miles. Les plus chanceux avaient une simple croix en bois. La plupart disparaissaient sous la prairie, leurs ossements dispersés par les loups avant que le prochain convoi de chariots ne passe. Voilà à quoi ressemblait vraiment la vie sur l'Oregon Trail. Pas la version aseptisée des manuels scolaires, mais une lutte quotidienne brutale que près d'un demi-million d'Américains ont affrontée entre 1840 et 1860, en misant tout sur la promesse de terre gratuite dans le territoire de l'Oregon. Avant d'aller plus loin, appuie sur le bouton s'abonner si ces histoires historiques pour s'endormir t'aident à trouver le sommeil. Laisse un commentaire avec ton lieu et l'heure. J'adore voir notre communauté mondiale grandir à chaque histoire. Maintenant, installe-toi confortablement. Vraiment, ajuste les oreillers. Tire la couverture, parce que nous allons vivre l'Oregon Trail à travers les yeux de ceux qui l'ont traversé et de ceux qui sont morts en essayant. Le vent nocturne hurle contre les flancs du chariot, un compagnon constant qui rend le froid mordant encore plus insupportable. Tu es de nouveau éveillé, comme d'habitude. Des heures avant l'aube, ton dos te fait souffrir après avoir dormi sur des planches de bois avec seulement une mince couverture entre toi et la surface dure. Mais ce n'est pas l'inconfort qui te tient éveillé. C'est l'atout. 3 chariots plus loin, le garçon Henderson tousse sans arrêt depuis toute la nuit. Tout le monde fait semblant de ne pas remarquer, de ne pas savoir ce que cela signifie. Mais toi, tu sais, tout le monde sait. Le choléra ne disparaît pas tout seul. Thomas Mason se redresse dans l'obscurité, prenant soin de ne pas réveiller Sarah ni les enfants. Il y a seulement 3 mois, ils vivaient confortablement dans leur petite maison de l'Illinois. Une ferme correcte, des voisins connus depuis des années, une communauté, une stabilité. Puis il y a eu les lettres du cousin de Sarah dans le territoire de l'Oregon. Une terre riche, gratuite, un nouveau départ. Thomas avait résisté au début. Nous avons une bonne vie ici, avait-il insisté. Mais Sarah avait ce regard dans les yeux, celui auquel il ne pouvait pas dire non. Et au fond de lui, il le ressentait aussi. Cet appel de l'Ouest. Cette fin de quelque chose de plus. Alors ils ont vendu presque tout. Ils ont chargé le reste dans un chariot et rejoint la grande migration. Maintenant, dans le froid avant l'aube d'un matin de mai quelque part dans l'est du territoire du Nebraska, Thomas se demande si ce n'était pas la plus grande erreur de sa vie. « Papa ?» Une petite voix sort de l'obscurité. « Retourne dormir, Emma » murmure Thomas. « Je n'y arrive pas » répond sa fille de 10 ans. Je pense sans arrêt au garçon Henderson. Thomas soupire. Lui aussi. Est-ce qu'il va mourir? La question reste suspendue dans l'air, si honnête qu'elle fait mal. Je ne sais pas, dit Thomas, même s'il le sait. Ils ont enterré la femme Henderson la semaine dernière. Essaie de dormir un peu. Longue journée demain. Mais le sommeil ne vient pour aucun d'eux. À la place, ils écoutent le vent, la toux lointaine et le grincement des roues de chariot tandis que le garde de nuit fait sa ronde. Le matin arrive avec le coup de fusil du capitaine Miller, l'appel quotidien du réveil. Thomas est déjà debout, ravivant un petit feu à partir des braises de la veille. Le convoi suit un horaire strict, réveil à 4 heures, rassembler les animaux à 5 heures, petit déjeuner à 6 heures, départ à 7 heures. 14 chariots, 57 personnes, tous prisonniers de la même routine implacable. En route. Le cri retentit exactement à 7 heures, et les grandes roues commencent à tourner. Une nouvelle journée sur l'Oregon Trail commence. Sarah et Emma marchent à côté du chariot. Comme la plupart des femmes et des enfants, seuls les très jeunes, les personnes âgées ou les malades voyagent à l'intérieur. Avec 2 bœufs et la vache familiale tirant près de 800 kilos de provisions, chaque kilo compte. William, 12 ans, monte à cheval pour aider à faire avancer le bétail. Daniel, 6 ans, alterne entre la marche et le fait de monter, son énergie ne correspondant jamais tout à fait au rythme régulier du convoi. « Maman, j'ai mal aux pieds », se plaint Daniel avant qu'il n'ait parcouru 1 mile. « Tout le monde a mal aux pieds », répond Sarah d'une voix douce mais ferme. « On s'arrêtera à midi. » La matinée s'étire, mile poussiéreux après mile poussiéreux. La prairie s'étend à l'horizon dans toutes les directions, un océan d'herbe ondulant sous la brise. Belle à sa manière, mais monotone. Thomas marche à côté des bœufs, les poussant parfois avec un bâton lorsqu'ils ralentissent. Ses bottes, neuves au début du voyage,
tombe déjà en lambeaux. Celle de droite a un trou qui se forme à la pointe, et les deux sont tachés à jamais par la boue brun-rouge de la traversée du fleuve Missouri. Cette traversée, Thomas en fait encore des cauchemars. 3 semaines plus tôt, ils étaient arrivés devant le large Missouri boueux. Certains chariots avaient payé le ferry, $5 par chariot. Cher, mais plus sûr. Thomas avait décidé de traverser à gué pour économiser. L'eau ne fait que 4 pieds de profondeur, avait dit le guide. Parfaitement gérable. Ce que le guide n'avait pas mentionné, c'était le courant assez fort pour pousser un chariot de côté, ou les trous cachés où le fond s'effondrait soudainement. Ils étaient à mi-chemin quand la roue avant droite est tombée dans l'un de ces trous. Le chariot a basculé, manquant de se renverser. Sarah a crié. Emma est tombée dans l'eau et a été emportée sur 20 yards avant que William, à cheval, ne parvienne à l'attraper. Ils ont réussi à traverser de justesse. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Les Patterson, 3 chariots derrière eux, ont tout perdu quand leur chariot s'est retourné. Leur fille de 6 mois s'est noyée avant que quiconque puisse l'atteindre. De l'eau devant. L'appel ramène Thomas au présent. Un petit ruisseau, à peine 6 pieds de large, apparaît à l'horizon. Rien à voir avec le Missouri, mais suffisamment pour exiger de la prudence. Le capitaine Miller remonte la file des chariots à cheval. C'est peu profond, annonce-t-il, mais les berges sont abruptes. Il faudra les entailler avant de traverser. Les hommes saisissent pelle et hache, travaillant à créer une pente douce de chaque côté du ruisseau. C'est un travail éprouvant sous le soleil de midi, et la chemise de Thomas est trempée de sueur lorsqu'ils ont terminé. Un à un, les chariots traversent sans incident. Quand vient le tour des maçons, Thomas retient son souffle, se souvenant du Missouri. Mais la traversée se fait sans problème, juste une légère secousse lorsque les roues atteignent la rive opposée, et c'est fini. Tu vois, dit Sarah en lui serrant la main, tous les passages ne sont pas mauvais. Il sourit, mais son regard glisse vers le chariot des Henderson derrière eux. Les quintes de tout du garçon se sont aggravées. Son père, désormais veuf, a l'air hagard et perdu. Midi apporte une courte pause, un arrêt d'1 heure pour laisser reposer les animaux, manger un repas froid et remplir les tonneaux d'eau. Sarah distribue du pain dur et de la viande séchée, la nourriture monotone du sentier qui devient déjà lassante. Ils sont sur la piste depuis plus d'1 mois et les provisions fraîches diminuent. La farine baisse dangereusement. Les pommes séchées sont finies et le porc salé ne durera pas éternellement. Le vrai pain me manque, soupire Emma en rongeant un morceau de pain dur si solide qu'il pourrait casser des dents. Trempe-le dans le café, suggère William, ça se mâche mieux. Ça gaspille le bon café, marmonne Thomas, même s'il pense la même chose. Ce qu'il ne donnerait pas pour une miche du pain de Sarah, encore chaude, sortie du four. De retour sur la piste après la pause de midi, la chaleur de l'après-midi devient oppressante. Les chariots soulèvent une poussière qui reste en suspension, couvrant tout d'une fine poudre qui s'infiltre dans les vêtements, la nourriture et les poumons. Daniel commence à tousser et Sarah lance à Thomas un regard effrayé. Ce n'est que la poussière, la rassure-t-il, même s'il n'en est pas certain. L'après-midi s'étire jusqu'au soir. Le soleil commence à se coucher, peignant la prairie de teintes dorées et roses. Enfin, en fin d'après-midi, le capitaine Miller fait signe d'établir le camp près d'un coude du ruisseau traversé plus tôt. Les chariots forment un cercle, non pour se protéger des Indiens comme beaucoup d'habitants de l'Est le croient, mais pour créer un enclos pour le bétail. Chaque famille a sa place désignée dans le cercle, un minuscule îlot d'ordre dans l'immensité sauvage. L'installation du camp suit une routine bien rodée. Thomas dételle les bœufs pendant que William emmène les animaux, ainsi que la vache, paître. Sarah et Emma allument le feu de cuisine et Daniel ramasse des bouses de bison séchées, un combustible efficace en l'absence de bois. C'est dégoûtant, rigole Daniel en portant une brassée de ses galettes. Évite juste de te lécher les doigts après, prévient Sarah, et ils éclatent de rire, un bref moment de normalité dans leur vie bouleversée. Le dîner est un ragoût de porc salé et de haricots secs cuits dans la marmite en fonte sur le feu ouvert. C'est le même repas qu'hier et que la veille, mais personne ne se plaint. Au moins, il est chaud. Pendant qu'il mange, le capitaine Miller fait sa tournée, s'arrêtant à chaque feu pour partager les nouvelles et prendre des nouvelles des familles. Il y a un comptoir de ravitaillement à 2 jours de là, explique-t-il à Thomas, Fort Kearney, où ils pourront refaire des provisions. Des nouvelles du garçon Henderson, demande Sarah à voix basse. Le visage de Miller s'assombrit.
pas bonne. Le médecin pense qu'il ne passera pas la nuit. Thomas hoche la tête en le remerciant. Quand le capitaine s'éloigne, il se tourne vers Sarah. « Garde les enfants éloignés de ce chariot, dit-il, par précaution. » Elle acquiesce, comprenant la peur muette. Le choléra se propage vite dans la promiscuité d'un convoi. Après le dîner, il y a un court moment de détente avant la nuit. Certains se rassemblent pour chanter ou raconter des histoires. Un violon joue quelque part dans le cercle, une mélodie joyeuse en décalage avec l'atmosphère sombre. Les maçons restent près de leur feu, trop fatigués pour socialiser. Emma aide Sarah à laver la vaisselle avec une eau précieuse pendant que Daniel et William ramènent le bétail. Thomas inspecte le chariot, resserrant les boulons desserrés et graissant les essieux. L'entretien est constant. Une roue ou un essieu cassé en pleine nature pourrait signifier la mort. À mesure que l'obscurité tombe, les gardes du premier tour prennent leur poste. Thomas n'est pas de garde ce soir-là, reconnaissant de pouvoir se reposer. La famille s'installe dans le chariot pour la nuit, se répartissant dans l'espace exigu. Sarah et les plus jeunes dorment dans la caisse du chariot, tandis que Thomas et William se contentent de leur couverture en dessous. Alors qu'ils commencent à s'installer, un hurlement fend la nuit, un cri de douleur brute et primitive qui glace tout le monde. Il vient du chariot des Henderson. Le garçon est mort. Personne ne dort vraiment après cela. L'aube apporte une tâche solennelle, enterrer le jeune Michael Henderson. Le convoi est retardé de 2 heures pour les funérailles, un temps précieux perdu dans la course pour franchir les montagnes avant l'hiver. La tombe est peu profonde, creusée dans la terre dure de la prairie. Il n'y a pas de bois pour un cercueil, alors le garçon est enveloppé dans une couverture. Le révérend Johnson, qui est aussi fermier de l'Ohio, prononce quelques paroles de la Bible. Le père endeuillé reste silencieux, vidé. Thomas serre fort la main de Sarah tandis qu'il regarde. Emma pleure doucement. Daniel enfouit son visage dans les jupes de sa mère. William se tient droit, essayant d'être un homme, mais ses lèvres tremblent. Ça aurait pu être l'un des nôtres, pense Thomas, la peur jamais loin refaisant surface. Quand tout est terminé, le capitaine Miller donne l'ordre. En route. Sur la piste, la vie et la mort coexistent, séparées par à peine une pause. Le convoi reprend sa marche, laissant derrière lui un petit monticule de terre fraîche et un marqueur de bois grossier qui aura probablement disparu avant l'hiver, juste une tombe de plus le long de l'Oregon Trail. Le lendemain de l'enterrement est étrangement silencieux. Même les enfants semblent abattus, comme si la réalité du voyage s'était enfin imposée. Ce n'est pas une aventure de roman à 2 sous comme ceux que William aime lire. C'est la vie et la mort jouées sur 2000 miles de nature sauvage. Thomas marche à côté du chariot, perdu dans ses pensées. Le comptoir de ravitaillement est encore à une journée, et les provisions diminuent dangereusement. Le sac de farine semble désespérément léger lorsque Sarah y plonge pour le petit déjeuner. Le café n'est plus qu'une poignée de grains. Même les bœufs paraissent fatigués, avançant lentement malgré les coups d'aiguillon. L'appel urgent de Sarah tire Thomas de ses pensées. Elle montre devant eux, là où les chariots de tête se sont arrêtés. Tout le convoi est à l'arrêt et des gens se rassemblent à l'avant. « Reste avec le chariot », lui dit Thomas en trottinant vers l'avant pour voir ce qui se passe. La foule s'écarte à son approche et il voit le capitaine Miller à genoux près d'un homme que Thomas ne reconnaît pas. L'étranger est sale, ses vêtements déchirés, le visage creusé par l'épuisement. Il serre une gourde que quelqu'un lui a donnée et boit avec avidité. « Qui est-ce » demande Thomas à Johnson, debout à proximité. « Ryder, du groupe Donné », répond Johnson gravement. « Ils ont une semaine d'avance sur nous, en route vers la Californie. Il dit qu'ils sont en difficulté. » Le capitaine Miller aide l'homme à se relever. « Dis-leur ce que tu m'as dit », ordonne-t-il. L'étranger tousse puis parle d'une voix rauque, comme s'il ne s'en était pas servi depuis des jours. Le groupe Donné a pris le raccourci de Hastings. Censé économiser des centaines de kilomètres jusqu'en Californie. Il secoue la tête. C'est un piège mortel. 40 miles sans eau à travers le désert de sel. Des chariots qui se brisent dans les montagnes. Ils m'ont renvoyé pour avertir ceux qui suivent. Un murmure parcourt la foule. Le raccourci de Hastings est une nouvelle route qui se détache du sentier principal près de Fort Bridger, promettant un chemin plus court vers la Californie. Plusieurs familles du convoi y avaient songé. « Nous allons vers l'Oregon, pas vers la Californie », dit le capitaine Miller.
Mais merci pour l'avertissement. Le raccourci se sépare aussi de votre piste, insiste l'homme. Certains d'entre vous pourraient être tentés. Ne le faites pas. Restez sur la route principale. La nouvelle jette une ombre sur l'humeur déjà sombre du convoi. Ce soir-là, autour du feu, tout le monde n'en parle que de ça. Ces pauvres gens, murmure Sarah en remuant la marmite de haricots, coincés dans les montagnes alors que l'hiver approche. Thomas acquiesce en remuant le feu avec un bâton. Ça rend nos problèmes plus petits. Est-ce qu'ils vont mourir ? Demande Daniel, les yeux grands ouverts. Thomas hésite. Je ne sais pas, mon fils. Mais ce sont des gens solides comme nous. Ils se battront pour survivre. La conversation est interrompue par un grondement lointain. Thomas lève les yeux et voit des nuages sombres s'amasser à l'ouest. Un orage arrive. Attachez tout, dit-il à William. Ça va se gâter. Il travaille vite, fixant les objets et tendant solidement la bâche du chariot. Autour du cercle, les autres familles font de même. Les premières grosses gouttes tombent à peine ont-ils terminé. En quelques minutes, c'est un déluge. Les éclairs zèbrent le ciel, suivis d'un tonnerre assourdissant qui fait mugir les bœufs. La famille se recroqueville dans le chariot, écoutant la pluie marteler la toile. L'eau s'infiltre au coin malgré tous leurs efforts. Sarah place des seaux sous les pires fuites, mais bientôt le plancher est humide partout. Au moins, on ne traverse pas une rivière sous cette pluie, dit Thomas en cherchant un peu de réconfort. Personne ne dort bien cette nuit-là. L'orage fait rage pendant des heures, le vent menaçant d'arracher les bâches. Passé minuit, Thomas entend un fracas suivi de cris. La toile d'un chariot s'est déchirée. Au matin, la tempête est passée, laissant un champ de boue. Le ruisseau qu'il suivait a doublé de largeur et le sol est trop mou pour avancer. Le capitaine Miller décide qu'ils resteront une journée de plus pour laisser sécher. Un retard de plus qu'ils ne peuvent pas se permettre, mais ils n'ont pas le choix. Cette journée forcée est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle permet de se remettre du deuil et de l'orage, de réparer les dégâts et de réorganiser les provisions. Mais c'est aussi un jour de plus sans se rapprocher de l'Oregon. Thomas part chasser et revient avec 2 poules de prairie que Sarah fait rôtir. C'est la première viande fraîche depuis des semaines, et malgré peu d'assaisonnement, elle a un goût de paradis après tant de porc salé et de haricots. Le reste de la journée s'écoule entre les corvées, laver le linge dans le ruisseau, recharger le chariot, raccommoder la toile. Le soir, le sol a durci et le capitaine Miller annonce un départ à l'aube. Cette nuit-là, alors qu'il s'installe pour dormir, Emma pose la question qui les hante depuis l'enterrement. « Papa, est-ce qu'on arrivera en Oregon ?» Le chariot devient silencieux. Même Daniel est éveillé. Thomas prend son temps. « Oui, dit-il enfin. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours durs. Des montagnes, des rivières, des tempêtes. Mais nous sommes forts et ensemble. Nous y arriverons. » Sarah cherche sa main dans l'obscurité et la serre fort. Thomas espère que ces mots rassurent les enfants. Il espère qu'ils sont vrais. Tandis que la famille s'endort, il reste éveillé, écoutant les bruits de la prairie. Au loin, un loup hurle, un son solitaire qui résonne dans l'immensité. Demain, ils repartiront. Un jour de plus vers leur destination. Un jour de plus d'incertitude. Le matin se lève clair et frais, la boue déjà durcie sous le soleil. Le convoi reprend vie avec la routine habituelle, mais une nouvelle énergie flotte dans l'air. Le comptoir de ravitaillement est proche, un avant-goût de civilisation. En démontant le camp, Thomas remarque que le chariot des Henderson a disparu. Pendant la nuit, le veuf a chargé ce qui lui restait sur son cheval et est reparti vers l'est. Personne ne lui en veut. Sans sa femme ni son fils, plus rien ne l'attire vers l'ouest. En route, retentit l'appel, et les grandes roues se remettent à tourner. L'Oregon Trail s'étend devant eux, interminable et impitoyable. Mais aujourd'hui, au moins, il y a quelque chose à attendre. Des provisions fraîches, des nouvelles des colonies, peut-être même des lettres de la maison. Le convoi avance, laissant derrière lui une autre parcelle de terre retournée, un autre témoignage du prix du voyage. Devant eux se dresse Fort Kearny, les grandes plaines, les rocheuses, s'ils ont de la chance, le territoire de l'Oregon. Thomas se tient droit, ses bottes tachées solidement ancrées sur la planche du chariot. Le voyage continue. Fort Kearny surgit de la prairie comme venu d'un autre monde. Après des semaines à ne voir que de l'herbe et le ciel, la vue de véritables bâtiments, même rudimentaires,
fait de mottes de terre et de bois de peuplier, paraît presque miraculeuse. Thomas sent son moral remonter à mesure que le convoi approche. Le drapeau américain claque au vent au-dessus du fort, rappelant qu'ils n'ont pas encore totalement quitté la civilisation. « Regardez, les enfants, » dit Sarah en montrant du doigt. « On dormira dans de vrais lits ce soir. » Les yeux d'Emma s'agrandissent. « Vraiment, maman ?» Sarah rit, le premier vrai rire que Thomas entend d'elle depuis des jours. « Non, ma chérie. Le fort n'a pas assez de lits pour tout le monde, mais il y aura de la nourriture fraîche et des provisions. » Le capitaine Miller remonte la file des chariots. Ils camperont à l'extérieur du fort cette nuit-là. Le lendemain matin, chaque famille aura son tour pour commercer, 2 heures maximum. Le départ est fixé à midi, avec ou sans retardataire. Cette discipline est nécessaire, car chaque jour compte pour franchir les montagnes avant que la neige ne rende les cols impraticables. Lorsque les chariots se mettent en cercle pour la nuit, une excitation nouvelle flotte dans l'air. Des gens restés silencieux depuis la mort du garçon Henderson discutent à nouveau, font des listes de provisions à acheter, s'interrogent sur les nouvelles de l'Est. « Qu'est-ce qu'on va échanger, papa ?» demande William en dételant les bœufs. « Du café avant tout. On est presque à sec. De la farine, du sucre s'ils en ont. Peut-être des fruits secs pour ta mère. » William hoche la tête, sérieux. À 12 ans, il a pris des responsabilités d'adulte. Et un bonbon à la menthe pour Daniel, ajoute Thomas avec un clin d'œil. Ne lui dis rien. Cette nuit-là, une délégation du fort rend visite au convoi. 2 soldats et un guide nommé Harper, qui connaît bien la piste à venir. Le capitaine Miller invite les chefs de chariot à écouter. Harper explique que la rivière est haute au prochain passage, gonflée par la fonte des neiges. Il recommande d'utiliser le ferry en amont. 5 $ par chariot, précise-t-il. Un murmure parcourt le groupe. C'est cher. Ça vaut chaque cent, insiste Harper. On a déjà repêché 3 corps ce mois-ci. Thomas pense à la traversée du Missouri. Nous prendrons le ferry, dit-il fermement. Après la réunion, Thomas retrouve Sarah en train de faire l'inventaire des provisions. La farine est presque finie, le café aussi. Le porc salé tiendra encore une semaine, les haricots un peu plus, mais les enfants ont besoin de variété. Ils regardent Emma et Daniel jouer près du feu. Ils ont visiblement maigri depuis l'Illinois. Ils ont des biens à échanger, se rappelle-t-il. Des outils en trop, du tissu, des aiguilles, du fil. Et des dollars en argent, le produit de la vente de leur ferme. Une somme qui semblait importante au départ, mais dont chaque pièce est désormais précieuse. À l'aube, l'activité s'intensifie. Les maçons ont leur tour en milieu de matinée. Thomas se lave et enfile sa seule chemise correcte. L'apparence compte dans le troc. « Tu es beau », dit Sarah en lissant son col. Elle porte aussi sa meilleure robe, désormais ternie par la poussière de la prairie. Quand leur moment arrive, Thomas confie le camp à William et se rend au fort avec Sarah et les plus jeunes. Le comptoir est une seule pièce remplie de l'essentiel pour la piste. Les prix sont exorbitants. La farine coûte 4 fois plus cher qu'à la maison. Le café est hors de prix, mais indispensable. Thomas négocie, échangeant des fers à cheval et du tissu contre de la farine et un petit sac de café. Il donne $1 d'argent pour du sucre, des pommes séchées et un bâton de menthe pour Daniel. « Je peux l'avoir maintenant, papa ?» demande Daniel. « Après le dîner, » répond Sarah, « si tu manges tes haricots. » Pendant que Thomas commerce, Sarah visite l'infirmerie du fort. Elle revient avec de l'écorce de saule pour la douleur et la fièvre, et de mauvaises nouvelles. Le choléra est répandu cette année. 50 morts au seul passage de la Platte. Thomas sent un nœud glacé dans son ventre. Le médecin leur conseille de faire bouillir toute l'eau et d'enterrer les déchets loin des sources. De retour au camp, d'autres rumeurs circulent. Un grand groupe de poneys a été aperçu non loin. Pas hostile, selon le commandant du fort, mais affamé après une mauvaise chasse au bison. Ils voudront échanger ou mendier. Dans tous les cas, soyez respectueux mais fermes. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner beaucoup. Certains des immigrants ont l'air nerveux. Des histoires d'attaques indiennes les ont suivis vers l'ouest, même si la plupart sont exagérées ou totalement fausses. Les véritables dangers du voyage, maladies, accidents, famine, sont bien plus meurtriers que n'importe quelle tribu native. Et effectivement, alors que le convoi de chariots se prépare à partir le lendemain,
un groupe d'environ 20 pornis apparaît à l'horizon. Ils s'approchent lentement, montrant clairement qu'ils ne cherchent pas les ennuis. Le capitaine Miller, commandant du fort, et Harper, le guide, partent à leur rencontre. Un long échange a lieu, Harper servant de traducteur. Puis Miller revient vers les chariots. Ils veulent commercer, annonce-t-il. Ils proposent des mocassins et de la viande de bison contre du café, du sucre et du tabac. De la viande fraîche est une tentation puissante après des semaines de porc salé. Plusieurs familles, dont les maçonnes, décident d'échanger. Les pornis installent une zone de troc improvisée entre leurs chevaux et les chariots. Thomas s'approche avec Sarah, portant une petite bourse de grains de café et du sucre enveloppé dans un tissu. Un homme porni d'âge mûr, au travail de perles élaborées sur sa chemise en peau de daim, examine leurs offres. Il hoche la tête et leur remet un gros morceau de viande de bison séchée. L'échange est silencieux mais respectueux. « Remercie-le » murmure Sarah à Thomas. « Merci » dit Thomas en hochant la tête vers l'homme. À sa surprise, le commerçant porni répond dans un anglais approximatif « Bonne viande, renfort ». Il désigne Daniel et Emma, qui regardent de loin, les yeux écarquillés. Pour enfants, grandir fort. Thomas est un instant décontenancé, puis il sourit et acquiesce. Oui, pour les enfants. En s'éloignant avec leur précieuse viande, Emma tire la jupe de sa mère. « Ils ne font pas peur du tout, dit-elle, avec une pointe de déception. Sarah rit. « Qu'est-ce que tu attendais ? Des sauvages hurlants comme dans les romans à 10 sous de Williams ? Peut-être, admet Emma. Les gens restent des gens, peu importe ce qu'ils portent ou comment ils vivent, lui dit Sarah. Souviens-toi de ça. C'est une leçon que Thomas espère voir s'ancrer. Dans ce vaste territoire qu'ils traversent, ils rencontreront de nombreuses tribus différentes. Les aborder avec respect plutôt qu'avec peur pourrait tout changer. À midi, le commerce est terminé et les chariots repartent. Fort Kearney disparaît derrière eux, le dernier véritable avant-poste qu'ils verront avant des centaines de kilomètres. Devant eux s'étend la large rivière plate, qu'ils suivront vers l'ouest en direction des montagnes. Le paysage change subtilement. Les hautes herbes luxuriantes de l'est du Nebraska cèdent la place à des variétés plus courtes et plus résistantes. Le terrain devient plus vallonné, avec quelques falaises brisant l'horizon. C'est beau dans son immensité, mais Thomas est constamment conscient de leur vulnérabilité. Une tempête, un incendie, une rencontre hostile, il n'y a nulle part où se cacher dans ces plaines ouvertes. Ils avancent bien cet après-midi-là, parcourant près de 15 miles avant d'installer le camp près d'un petit affluent de la Platte. La viande fraîche de bison est un changement bienvenu par rapport à leur ordinaire. Sarah la coupe en lanières et la fait bouillir avec des haricots secs et une précieuse pincée de sel. C'est le meilleur repas qu'ils aient eu depuis des semaines. La bonne humeur se prolonge dans la soirée. Quelqu'un sort un violon et on danse autour du feu central. Même le capitaine Miller semble se détendre un peu, partageant une pipe avec Harper, qui a décidé de les accompagner jusqu'au passage de la rivière. Thomas regarde Sarah faire tournoyer Emma dans une danse simple, son visage fatigué momentanément libéré de toute inquiétude. Ce sont ces moments qui rendent les épreuves supportables, pense-t-il. Ces petites poches de joie au milieu de la lutte. William s'assoit près de lui, taillant un morceau de bois avec son couteau de poche. « Papa, dit-il sans lever les yeux, tu crois qu'on arrivera vraiment en Oregon ?» La question prend Thomas au dépourvu. William exprime rarement le doute ou la peur. « Oui, répond-il fermement. Nous sommes arrivés jusque-là, non ? Et nous sommes encore forts. » William hoche la tête, sans avoir l'air convaincu. Harper dit que les montagnes sont la véritable épreuve et que l'hiver arrive tôt en altitude. « Nous serons passés avant les premières neiges, l'assure Thomas, espérant que ce soit vrai. Le capitaine Miller sait ce qu'il fait. Le violon entame un air plus entraînant et Daniel accourt, attrapant la main de William. « Viens danser, Will. » William proteste, mais Daniel insiste. Finalement, le garçon plus âgé se laisse entraîner dans le cercle des danseurs. Thomas regarde ses fils, l'un au seuil de l'âge adulte, l'autre encore si enfantin, et ressent une puissante vague d'amour et de protection. Il les mènera en Oregon. Il le doit. Les jours suivants s'installent dans une routine, debout avant l'aube, sur la piste à 7h15, suivant la large plate boueuse. La rivière est à la fois une bouée de sauvetage et un obstacle, fournissant de l'eau aux hommes et aux animaux, mais aussi un terrain de reproduction pour les moustiques,
qui envahissent l'air en nuée noire à l'aube et au crépuscule. « Je me fais dévorer », se plaint Sarah la troisième nuit, en se tapotant le cou. « Tiens », dit Thomas en lui tendant une petite boîte de graisse d'ours mélangée à de la menthe Pouliot, qu'il a échangée au fort. Frottant. Ça sent horrible. Mais les moustiques, eux, détestent ça. Sarah fronce le nez face à l'odeur âcre, mais applique le mélange graisseux sur sa peau exposée et sur celle des enfants. Le soulagement est immédiat, même s'ils sentent maintenant tous la viande rance. « Je crois que je préférais les moustiques », dit Emma en grimaçant devant l'odeur sur ses bras. Mais les moustiques sont plus qu'une simple nuisance. Harper leur explique que la fièvre des marais, probablement le paludisme, tue presque autant d'immigrants que le choléra. Le répulsif graisseux est un faible prix à payer pour la protection. Le 5e jour après Fort Kearney, ils atteignent le passage du Bac. C'est une installation rudimentaire, un grand radeau attaché à un système de cordes traversant la rivière. Mais cela paraît suffisamment solide, et Thomas est soulagé d'avoir choisi cette option plutôt que de tenter de traverser la rivière gonflée à gué. Le bac ne peut transporter qu'un chariot à la fois, ce qui rend la traversée lente. Chaque famille attend son tour, observant avec anxiété ses biens flotter sur l'étendue boueuse. Quand vient le tour des maçonnes, Thomas conduit le chariot sur le radeau, tandis que Sarah et les enfants attendent sur la rive. Ils traverseront au voyage de retour. Le passeur, un vieux montagnard buriné à la dent de devant manquante, donne ses instructions d'une voix rauque. « Gardez les bœufs calmes », prévient-il. « S'ils paniquent, on finit tous à l'eau. » Thomas acquiesce, tenant fermement le licol du bœuf de tête. L'animal est nerveux, roulant des yeux face au mouvement inhabituel sous ses sabots. La traversée semble interminable. Le radeau avance péniblement, tiré par des hommes sur les deux rives, actionnant un système complexe de cordes. La rivière fait peut-être une centaine de mètres de large ici, mais le courant est rapide, poussant sans cesse contre le flanc du radeau. À mi-parcours, l'un des bœufs meugle et tente de reculer, faisant dangereusement basculer le chariot. Le radeau penche, l'eau éclaboussant par-dessus bord. « Tenez-le » crie le passeur en appuyant son poids du côté qui penche. Thomas attrape le harnais du bœuf à deux mains, lui parlant d'une voix basse et apaisante. « Doucement, doucement, mon gars !» Peu à peu, l'animal se calme et le radeau se redresse. Thomas relâche un souffle qu'il ne savait pas retenir. Une chute dans la Platte aurait signifié la perte de tout ce qu'il possède. Le reste de la traversée se déroule sans incident, et bientôt le chariot est en sécurité sur la rive ouest. Thomas pousse un soupir de soulagement en le faisant monter sur la berge et en le garant sur un terrain plat. Il ne lui reste plus qu'à attendre le retour du radeau avec sa famille. L'attente est atroce. De ce côté-ci, il voit à quelle vitesse la rivière coule et à quel point la traversée est réellement précaire. Quand Sarah et les enfants montent enfin sur le radeau, il a du mal à regarder. Emma agite la main avec enthousiasme, vivant ce passage dangereux comme une aventure. Daniel s'accroche à la jupe de Sarah, visiblement effrayé. William se tient droit et immobile, essayant de paraître indifférent. Thomas ne respire vraiment qu'une fois Sarah et les 3 enfants en sécurité à ses côtés sur la rive. « Ce n'était pas si terrible », dit Sarah. Mais son visage pâle et ses mains tremblantes racontent une autre histoire. À la tombée de la nuit, tout le convoi a traversé sainement et sauf. Un petit miracle, selon Harper. Une famille de 5 perdus ici le mois dernier, raconte-t-il autour du feu. Le radeau s'est détaché, retourné. Aucun ne savait nager. Un rappel brutal de la rapidité avec laquelle le désastre peut frapper sur la piste. Cette nuit-là, Thomas reste éveillé longtemps après que les autres se sont endormis, écoutant le grondement lointain de la rivière et remerciant en silence pour leur passage en sécurité. La piste change après la traversée de la Platte. La terre commence à s'élever presque imperceptiblement. Les premières promesses des montagnes sont encore à des centaines de kilomètres. L'herbe se fait plus rare, le sol plus sec. Ils entrent maintenant dans le véritable ouest, laissant derrière eux les derniers vestiges des paysages familiers de l'Est. Le gibier devient plus abondant à mesure qu'il pénètre dans des territoires moins chassés par les colons. Un soir, Thomas parvient à abattre une antilope pronghorn, offrant un festin à tout le convoi. C'est sa première contribution importante à l'approvisionnement du groupe, et il ressent une fierté qui le surprend lui-même. Beau tir, le félicite le capitaine Miller tandis qu'ils dépecent l'animal ensemble. Surtout de la chance, admet Thomas. Elle est restée là à me regarder.
Miller ricane. La chance compte sur la piste. Il faut la saisir quand elle se présente. C'est un bon conseil. Ici, si loin de la civilisation, la chance peut faire la différence entre la vie et la mort. Une semaine après la traversée de la rivière, ils rencontrent leur premier troupeau de bisons. Des milliers de bêtes massives s'étendant à l'horizon comme un tapis sombre en mouvement. Le spectacle est saisissant, même pour Harper, qui prétend avoir tout vu. Ça ne vieillit jamais, dit-il en secouant la tête avec admiration. Le convoi s'arrête pour observer. Plusieurs hommes, dont Thomas, saisissent leurs fusils, avides de viande fraîche, mais Miller les retient. Trop dangereux, dit-il fermement. Si vous affolez ce troupeau, il nous piétinera. Nous chasserons au camp s'ils sont encore dans les environs. Personne ne proteste. La puissance brute de ces animaux est évidente, même à distance. Une ruée écraserait chariots et hommes sans distinction. Ce soir-là, un petit groupe de chasse, incluant Thomas et William, part à cheval. Ils abattent une jeune femelle, assez de viande pour nourrir tout le convoi pendant plusieurs jours. Le dépeçage devient une affaire collective. Les hommes découpent la viande pendant que les femmes la préparent pour le fumage et le séchage. La majeure partie sera conservée en viande séchée pour la route à venir. Rien n'est gaspillé. La peau servira à faire des mocassins ou des réparations de bottes, les os deviendront des outils ou des pointes de flèches, la graisse sera fondue pour la cuisine et l'imperméabilisation. William observe le processus avec fascination. C'est comme un magasin entier dans un seul animal, s'émerveille-t-il. C'est ainsi que les Indiens survivent ici, explique Thomas. Un seul bison peut nourrir une famille pendant des mois s'ils utilisent chaque partie. Alors qu'ils travaillent, des nuages commencent à s'amonceler à l'horizon ouest. Quand la viande est suspendue pour fumer, le ciel s'est assombri de façon inquiétante. Une tempête arrive, annonce Harper, inutilement. Une grosse, à en juger par l'aspect. Le capitaine Miller décide de serrer étroitement les chariots en cercle et d'attacher tout ce qui pourrait s'envoler. Sur la prairie ouverte, il n'y a aucun abri. La tempête frappe juste après la tombée de la nuit. Un monstre hurlant de vent et de pluie qui menace d'arracher les toiles des chariots. Les éclairs transforment la nuit en jour, suivis aussitôt par un tonnerre qui fait trembler le sol. Les bœufs et les chevaux paniquent, exigeant une vigilance constante pour éviter qu'ils ne se libèrent. À l'intérieur du chariot des maçons, Sarah et les enfants se serrent les uns contre les autres à chaque coup de tonnerre. Thomas et William se relaient pour vérifier les animaux et la bâche du chariot, revenant trempés jusqu'aux os à chaque fois. « Allons-nous être emportés ?» demande Daniel d'une petite voix tremblante. « Non, mon chéri, l'assure Sarah, même si sa voix vacille. Les chariots sont trop lourds pour s'envoler. » Mais à mesure que la nuit avance et que la tempête redouble, Thomas en est moins sûr. Il a vu ce que les tempêtes des plaines peuvent faire, arracher des toits, déraciner des arbres, même soulever des chariots. Celle-ci est l'une des pires qu'il ait connues. Vers minuit, le désastre frappe. Un éclair touche directement le chariot des Johnson, enflammant la toile malgré la pluie battante. Le feu se propage rapidement à l'ossature de bois. Thomas et William rejoignent la course frénétique pour aider, formant une chaîne de sauts depuis les barils d'eau, mais il est trop tard. Le chariot est englouti, son contenu irrécupérable. Heureusement, la famille s'en sort indemne, mais elle perd tout, sauf les vêtements qu'elle porte. À l'aube, la tempête s'est dissipée, laissant derrière elle une mer de boue et des voyageurs épuisés. Les Johnson restent hébétés près des restes calcinés de leur chariot. Leur voyage semble terminé. Thomas se réveille au son d'une toux. Un instant, encore engourdi de sommeil, il pense au garçon Henderson. Puis la réalité le frappe. C'est Sarah, et la toux semble pire que la nuit précédente. Il se lève précipitamment de sa couverture sous le chariot, grimaçant tandis que ses muscles raides protestent. Le ciel à l'est commence à peine à pâlir. Le camp est silencieux, à l'exception de la toux de Sarah et du ronflement discret du garde de nuit, qui aurait dû être éveillé mais s'est assoupi à son poste. À l'intérieur du chariot, Sarah brûle de fièvre, sa chemise de nuit trempée de sueur. Emma est déjà réveillée, lui rafraîchissant le front avec un linge humide. Elle a empiré il y a environ 1 heure, murmure Emma, le visage tendu d'inquiétude. Je ne voulais pas encore te réveiller. Thomas pose une main sur l'épaule de sa fille, surpris et ému par son calme. Tu as bien fait, lui dit-il. Laisse-moi prendre le relais maintenant.
Emma acquiesce et sort du chariot pour allumer le feu du matin. Thomas l'entend réveiller doucement William pour l'aider. À 10 ans, Emma a beaucoup grandi en un mois depuis leur départ de l'Illinois. Sarah, dit Thomas doucement en posant une main sur sa joue. Sa peau est alarmante de chaleur. Peux-tu boire quelque chose? Les yeux de Sarah papillonnent, voilés par la fièvre. De l'eau, parvient-elle à murmurer. Thomas l'aide à se redresser juste assez pour boire quelques gorgées à la gourde. Elle avale quelques lampées, puis retombe en arrière, épuisée par ce maigre effort. Le thé de racines jaunes, murmure-t-elle. Ça aidait. Thomas acquiesce et descend du chariot. Emma a déjà fait bouillir de l'eau sur le petit feu. Bonne fille. Nous devons préparer encore de ce thé pour ta mère, lui dit-il. Emma hoche la tête gravement. Est-ce qu'elle ira mieux, P.A.? Thomas force une assurance qu'il ne ressent pas. Bien sûr que oui. Ta mère est la femme la plus forte que je connaisse. Pendant qu'il prépare le thé, le capitaine Miller s'approche, le visage sombre à la lueur du feu. Comment va-t-elle? Demande-t-il sans détour. La fièvre est plus forte, admet Thomas, mais aucun signe de choléra pour l'instant. Miller hoche la tête, visiblement soulagé. Le choléra impliquerait au minimum une quarantaine, peut-être même d'être laissé derrière si la maladie se propageait. Il faut atteindre Fort Laramie, dit-il. Il y a un vrai médecin là-bas. Environ 6 jours de route si nous forçons l'allure. Thomas sent une vague d'espoir l'envahir. Un vrai médecin pourrait tout changer. Elle peut voyager? Demande Miller. Elle devra, répond Thomas. Il n'y a pas d'autre choix. Rester seul ici serait une condamnation à mort. Le capitaine acquiesce une fois, puis va réveiller le reste du camp. Dans l'heure qui suit, le convoi se remet en route. Malgré l'heure matinale, chacun comprend l'urgence d'atteindre Fort Laramie. Le terrain devient de plus en plus difficile à mesure qu'ils avancent vers l'ouest. La prairie plate cède la place à des collines ondulantes et à d'imposantes formations rocheuses. Chimney Rock apparaît à l'horizon comme un phare, sa silhouette distinctive reconnue par tous les voyageurs. Cela signifie que nous sommes presque à mi-chemin, leur dit Harper autour du feu ce soir-là. Chimney Rock jusqu'à Fort Laramie, puis Fort Laramie jusqu'à South Pass à travers les montagnes. Et après? Demande William. Alors commence la vraie partie difficile, répond Harper avec un sourire crispé. Le pays de la Snake River, les Blue Mountains, puis enfin la Columbia et la vallée de la Willamette. Thomas écoute en silence, l'esprit occupé par Sarah. Sa fièvre est restée élevée toute la journée malgré les doses régulières de thé de racines jaunes. Elle s'affaiblit, ne prenant que quelques gorgées d'eau et de bouillon. Cette nuit-là, tandis que les enfants dorment, Thomas veille près du chariot. Le ciel immense au-dessus de lui est constellé d'étoiles, plus nombreuses qu'il n'en a jamais vues à l'est. Leur beauté lui serre la poitrine. Thomas, murmure la voix de Sarah, faible mais claire. Il grimpe dans le chariot et la trouve éveillée, les yeux brillants, plus lucides qu'ils ne l'ont été de toute la journée. « Je suis là, dit-il en lui prenant la main. Si je n'y arrive pas. » Ne parle pas comme ça, l'interrompt-il en serrant ses doigts. Écoute-moi, insiste-t-elle avec un éclair de son ancienne obstination. Si je n'y arrive pas, tu dois continuer. Amène les enfants en Oregon. Promets-le-moi. La gorge de Thomas se serre. Je l'ai déjà promis, tu te souviens, mais tu iras bien. Nous atteindrons bientôt Fort Laramie, et il y a un médecin là-bas. Sarah esquisse un faible sourire. Toujours l'optimiste. Il faut bien que l'un de nous le soit. Il reste silencieux un moment, écoutant les bruits de la prairie, le hurlement lointain d'un coyote, le vent dans l'herbe, le pas lourd d'un bœuf. Je ne regrette pas d'être venu, dit enfin Sarah. Même si ce voyage était mon rêve pour nous tous. Il le sait. Malgré les épreuves, il y a eu des instants d'une beauté et d'un émerveillement tel qu'il comprend pourquoi ils ont tout risqué. Les paupières de Sarah s'alourdissent. Chante-moi quelque chose, murmure-t-elle. Comme avant. Alors Thomas chante doucement pour ne pas réveiller les enfants, une vieille chanson que sa mère lui chantait, parlant de vallées verdoyantes, de rivières limpides et d'un foyer au bout du chemin. Sarah s'endort au son de sa voix, sa respiration un peu plus calme. Le lendemain matin apporte une lueur d'espoir. La fièvre de Sarah est tombée pendant la nuit. Elle est faible comme un nouveau-né, mais son regard est clair et elle parvient à manger un petit bol de bouillie de maïs. Ne vous réjouissez pas trop vite, avertit Harper lorsque Thomas partage la nouvelle. La fièvre des marais va et vient. Elle ira sans doute plus mal avant d'aller mieux.
Mais Thomas ne peut s'empêcher d'espérer. Sarah est une battante. Elle l'a toujours été. Le convoi poursuit sa route, couvrant 15 miles ce jour-là malgré un terrain de plus en plus rude. Ils entrent maintenant dans un vrai pays de collines, laissant derrière eux l'interminable prairie plate. Les collines rompent la monotonie, mais ralentissent considérablement les chariots. Les bœufs peinent dans les montées, et les freins grincent dans les descentes. Dur pour les hommes comme pour les bêtes, commente Miller pendant la pause de midi, mais cela signifie que nous avançons. Ce soir-là, ils campent en vue de Scott Bluff, une immense formation rocheuse qui domine le paysage comme une forteresse. Emma et Daniel la contemplent, émerveillés. « Ce sont les montagnes ?» demande Daniel. William, toujours prompt à étaler son savoir, secoue la tête. « Non, idiot. Les vraies montagnes sont bien plus grandes. Ce ne sont que des falaises. » « Ne traite pas ton frère d'idiot, réprimande Thomas machinalement, l'esprit toujours préoccupé par Sarah. L'avertissement de Harper se révèle exact. La fièvre est revenue, bien que moins forte qu'avant. Cette nuit-là, un nouveau problème surgit lorsque Thomas inspecte les bœufs avant de se coucher. Il en remarque un qui boite fortement. Sabot fendu, confirme Harper après avoir examiné l'animal. Ça couvait depuis un moment, je dirais. Peut-on y faire quelque chose ? Demande Thomas, connaissant déjà la réponse. Harper secoue la tête. Pas ici. La bête boitera à coup sûr. Elle pourrait même mourir si une infection s'installe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'abattre, dit Harper sans détour, avant qu'elle ne soit trop malade pour être mangée. Un seul bœuf peut tirer le chariot si vous allégez suffisamment la charge. L'idée de tuer l'un de leurs précieux bœufs, d'abandonner une partie de leur maigre bien, tord l'estomac de Thomas. Mais encore une fois, il n'y a pas d'autre choix. Je vais prévenir Miller, dit-il lourdement. Le lendemain matin, avant l'aube, ils abattent le bœuf. C'est une tâche sinistre, mais rien n'est perdu. La viande est découpée en lanières pour le séchage, la peau soigneusement conservée, les os et les sabots gardés pour fabriquer des outils et de la colle. Même le sang est récupéré pour du boudin. Je n'aurais jamais cru être reconnaissante qu'un bœuf devienne boiteux, dit Sarah d'une voix faible depuis le chariot en regardant la scène. Mais nous avions besoin de viande fraîche. C'est vrai. Ils ont survécu surtout grâce aux haricots, à la bouillie de maïs et au petit gibier que Thomas parvient parfois à abattre. Les abats riches, le foie, le cœur, les reins, leur donneront la force nécessaire pour les jours à venir. Mais perdre un bœuf signifie redistribuer la charge. Ils passent des heures à examiner leurs affaires, à décider ce qu'ils garderont et ce qu'ils devront abandonner. Le fauteuil à bascule de Sarah, transporté depuis l'Illinois, est le premier à partir. Nous en fabriquerons un autre quand nous arriverons en Oregon, dit-elle, même si Thomas voit la douleur dans ses yeux lorsqu'elle offre la chaise à la famille Johnson, qui a tout perdu lors de l'incendie provoqué par la foudre. Ensuite via la boîte à outils de Thomas, réduite à un marteau, une scie et quelques outils essentiels. Les livres, les vêtements en trop, la poupée de chiffon d'Emma, la collection de pierres intéressantes de William. Tout est mis de côté, donné ou simplement laissé derrière. Quand ils ont terminé, le chariot est nettement plus léger, mais Thomas se sent vidé. Ces objets simples étaient tout ce qui leur restait de leur ancienne vie. Ce ne sont que des choses, lui rappelle Sarah en voyant son expression. Nous avons l'essentiel. Elle a raison. Les enfants sont en bonne santé. Sarah va mieux. Et ils ont encore assez de provisions pour atteindre l'Oregon s'ils sont prudents. Beaucoup de familles sur la piste ont perdu bien davantage. Avec le chariot allégé, ils avancent bien le lendemain malgré le fait de n'avoir plus qu'un seul bœuf. Le second bœuf, attelé avec leur vache laitière, forme une équipe étonnamment efficace. À la tombée de la nuit, ils aperçoivent Fort Laramie au loin, une vision réconfortante. Après la longue et rude traversée des plaines, ils atteignent le fort l'après-midi suivant. Contrairement à Fort Kearny, Laramie est une installation solide, avec de vrais bâtiments, un comptoir de traite, surtout un médecin. Thomas n'attend pas l'autorisation de Miller. Dès qu'il s'arrête, il porte Sarah jusqu'au quartier du médecin. Le docteur Matthews est un jeune chirurgien de l'armée, aux yeux fatigués mais aux mains sûres. Il examine Sarah avec soin, écoute sa respiration et prend son pouls. Fièvre intermittente, confirme-t-il enfin. Pas le choléra, Dieu merci. Probablement causé par les piqûres de moustiques le long de la Platte. Le soulagement qui submerge Thomas lui donne presque le vertige. Pas le choléra,
pas la condamnation à mort qu'il redoutait. Pouvez-vous la soigner? Demande-t-il. Le médecin acquiesce. J'ai de la quinine. C'est le seul traitement fiable contre la fièvre des marais. C'est cher. Combien? Demande Thomas, comptant mentalement les quelques dollars d'argent qu'il leur reste. 5 dollars pour un traitement complet. C'est une fortune, presque un dixième de tout ce qu'il possède encore. Mais il n'est pas question de refuser. Nous paierons, dit Thomas fermement. Le médecin prépare le remède, une poudre blanche amère dissoute dans de l'eau. Elle devra en prendre 2 fois par jour pendant au moins une semaine, explique-t-il. Cela peut lui donner la nausée au début, mais elle doit continuer. Thomas acquiesce, mémorisant chaque instruction. Ce médicament précieux pourrait sauver la vie de Sarah. De retour au chariot, il trouve le capitaine Miller en discussion avec un groupe d'hommes qu'il ne reconnaît pas. Ils ont l'air usés par la piste, mais pas misérables, des voyageurs expérimentés plutôt que des novices désespérés. Thomas l'appelle Miller. Ces hommes ont franchi South Pass il y a 2 semaines. Ils disent que la neige commence déjà à tomber dans les hautes altitudes. Un nœud glacé se forme dans l'estomac de Thomas. De la neige dans les montagnes, déjà. Nous ne sommes qu'au début de septembre. Hiver précoce cette année, dit l'un des hommes d'un ton sombre. Vous devrez avancer vite si vous voulez passer avant que l'école ne se ferme. Miller paraît grave. Nous nous reposerons ici 2 jours, pas plus. Tous ceux qui continuent devront être prêts à repartir à l'aube du 3e jour. Continuer? Demande Thomas, comprenant l'implication. Miller soupire. Certaines familles restent ici pour l'hiver. Les Johnson, les Wilson, quelques autres. Ils réessaieront au printemps. Ce n'est pas une décision déraisonnable. Fort Laramie offre sécurité, abri et la possibilité de gagner de l'argent en travaillant pour l'armée ou en commerçant avec les caravanes de passage. Passer l'hiver ici serait bien plus sûr que de risquer les cols enneigés. Que penses-tu que nous devrions faire? Demande Thomas à Sarah ce soir-là, après lui avoir donné la première dose de quinine. Elle se repose sur un vrai lit de camp à l'infirmerie du fort, paraissant plus petite et plus fragile qu'il ne l'a jamais vue, mais son regard est clair et déterminé. Nous continuons, dit-elle sans hésiter. Nous avons fait trop de chemin pour nous arrêter maintenant. Thomas n'est pas surpris. Sarah est la force motrice de ce voyage depuis le début. Tu es encore faible, lui rappelle-t-il. Les montagnes sont la partie la plus dure de la piste. Je vais reprendre des forces, insiste-t-elle. Le médecin dit que la quinine agit vite, et nous ne pouvons pas nous permettre d'hiverner ici. Nous dépenserions tout notre argent avant le printemps. Elle a raison. Même 2 jours au fort entament sérieusement leurs réserves. Les provisions y sont encore plus chères qu'à Fort Kearny, et ils doivent refaire le plein avant d'attaquer les montagnes. D'accord, accepte Thomas. Nous continuons, mais tu te reposes dans le chariot jusqu'à ce que tu sois plus forte. Sarah sourit et lui prend la main. T'ai-je déjà dit combien je t'aime, Thomas Mason? Pas assez souvent, plaisante-t-il, sentant un poids quitter sa poitrine. Elle est encore faible, encore malade, mais elle sonne à nouveau comme elle-même. C'est le meilleur remède qu'il puisse espérer. Les 2 jours à Fort Laramie passent vite. Thomas échange leurs derniers biens contre des provisions, farine, café, sucre, sel et munitions. Il se permet un petit sac de pommes séchées pour Sarah et les enfants, un luxe rare. William aide le forgeron du fort et gagne 2 précieux dollars, qu'il utilise pour acheter une nouvelle tête de hache afin de remplacer celle qui s'est brisée lors de la traversée de la Platte. Emma et Daniel explorent le fort, les yeux écarquillés devant les soldats en uniforme, les Amérindiens venus commercer et l'agitation du comptoir de traite. C'est ce qui se rapproche le plus de la civilisation qu'ils aient vue depuis indépendance, et ils s'en imprègnent comme des plantes assoiffées. Sarah reprend des forces à chaque dose de quinine, même si le médicament la rend violemment malade au début. Dès le 2e jour, elle peut s'asseoir et même marcher sur de courtes distances avec l'aide de Thomas. Le médecin dit que je devrais être presque complètement rétablie dans une semaine, lui dit-elle, sa voix plus forte que depuis plusieurs jours. Juste à temps pour les montagnes, répond Thomas, essayant de paraître joyeux malgré son inquiétude. Le matin du départ, Miller fait un dernier comptage. Des 14 chariots partis de Fort Kearny, seuls 9 continueront au-delà de Fort Laramie. Les autres sont soit revenus en arrière, soit ont décidé de passer l'hiver au fort. Un groupe plus petit signifie que nous pouvons avancer plus vite, dit Miller, même si Thomas perçoit l'inquiétude derrière ces mots.
Moins de chariots implique moins d'hommes pour la chasse, la garde et l'aide lors des traversées de rivières ou des pentes raides. À la surprise générale, Harper décide de continuer avec eux plutôt que d'attendre le prochain groupe venant de l'Est comme il l'avait initialement prévu. « J'ai un bon pressentiment pour ce groupe », dit-il à Thomas avec un haussement d'épaule. De plus, vous aurez besoin de quelqu'un qui connaisse les sentiers de montagne si la neige arrive tôt. Thomas est plus reconnaissant qu'il ne peut l'exprimer. La connaissance de Harper de la piste les a déjà sauvés plus d'une fois. Alors qu'il quitte Fort Laramie, Thomas ne peut s'empêcher de regarder en arrière les murs et bâtiments solides. Pendant un bref instant, il est tenté de changer d'avis et de rejoindre ceux qui restent pour l'hiver. Mais il jette un coup d'œil à Sarah, assise dans le chariot et regardant vers l'ouest avec détermination dans les yeux, et il sait qu'ils ont pris la bonne décision. Le paysage change radicalement en quittant Fort Laramie. Les collines ondulantes laissent place à un terrain plus accidenté, avec des affleurements rocheux et des pins rabougris, remplaçant l'herbe infinie des plaines. L'air devient plus frais et sec, surtout la nuit, lorsque la température descend régulièrement en dessous de zéro. Nous montons, explique Harper, pas encore les vraies montagnes, mais nous gagnons de l'altitude chaque jour. On le sent dans sa respiration si on y fait attention. Thomas remarque qu'il se fatigue plus facilement, qu'il est parfois à bout de souffle après des activités qui ne l'auraient pas essoufflé sur les plaines. Les enfants semblent indemnes, mais Sarah peine, son corps se remettant encore de la fièvre. Le gibier devient plus abondant à mesure qu'ils entrent dans de nouveaux territoires de chasse. Une soirée, Thomas abat un cerf-mulet, fournissant de la viande fraîche pour plusieurs jours. William tire sur un tétra des armoises avec le petit fusil que Thomas lui a enfin permis de porter, rayonnant de fierté pour sa contribution. « Bien tiré », lui dit Thomas, sincèrement impressionné. « Ta mère fera un excellent ragoût avec ça. Même Sarah peut t'aider à nouveau, bien qu'elle se fatigue rapidement. » Elle s'assoit près du feu, dirige Emma dans la cuisine et la couture, reprenant progressivement plus de tâches à mesure que sa force revient. Le convoi s'installe dans un nouveau rythme, partant à l'aube pour profiter des journées qui raccourcissent. Il s'arrête plus tôt le soir, prenant le temps de ramasser assez de bois pour les nuits froides. Le travail est plus dur, les journées plus longues, mais il progresse régulièrement vers South Pass, la porte d'entrée des montagnes. Une semaine après avoir quitté Fort Laramie, il campe près d'un petit ruisseau bordé de peupliers. C'est le camp le plus agréable depuis plusieurs jours, avec beaucoup d'herbe pour les animaux et un abri contre le vent constant. Alors qu'il s'installe pour la nuit, Thomas remarque un changement dans l'air, une lourdeur, une humidité qui n'était pas là auparavant. Orage en approche, confirme Harper lorsque Thomas le mentionne. Le temps change vite dans les contreforts. Pluie ou neige, dit-il. Neige, répète Thomas, alarmé. Sitôt, Harper hausse les épaules. Ça arrive parfois. Probablement juste une légère couche si ça tombe, mais il faut être prêt. Il s'active pour sécuriser les chariots, ramassant du bois supplémentaire et s'assurant que les animaux sont attachés à l'abri des arbres. Lorsqu'il termine, les nuages ont obscurci les étoiles et l'air est nettement plus froid. Thomas vérifie Sarah une dernière fois avant de se coucher. Elle est emmitouflée dans des couvertures dans le chariot, l'air préoccupé. « Je le sens aussi », dit-elle lorsqu'il mentionne le temps. « Tu te souviens de cette neige inhabituelle de septembre en 1839 qui a détruit toutes les récoltes tardives ?» Thomas hoche la tête, mais se rappelle qu'ici, c'est un autre pays. Harper dit que la neige est normale ici, même si tôt. Cela va-t-il nous ralentir ? Probablement, mais nous gérerons. Il tente de paraître confiant, bien que la perspective de neige dans les montagnes le remplisse de crainte. Il court contre l'hiver, et l'hiver pourrait gagner. Il l'embrasse pour la bonne nuit et s'installe dans son sac de couchage sous le chariot. Le sommeil vient lentement, l'esprit plein d'inquiétude pour les jours à venir. Au milieu de la nuit, il se réveille dans un silence inhabituel. Les sons habituels de la nuit, insectes, animaux lointains, bruissements du vent, ont disparu. À la place, un murmure doux et constant, comme d'innombrables petits pas marchant sur la toile du chariot au-dessus de lui. Neige. Thomas se lève silencieusement et sort de sous le chariot. Le monde a changé. Une fine couche blanche recouvre tout, le sol, les chariots, les arbres. La neige tombe encore, de gros flocons dérivant lentement dans l'air immobile. C'est beau, paisible d'une certaine manière, mais Thomas ne ressent que l'appréhension en regardant la neige s'accumuler. Chaque centimètre est un obstacle supplémentaire,
un retard dans leur calendrier déjà serré. Juste une légère couche, murmure-t-il, pensant à la prédiction de Harper. Comme si elle avait été invoquée par sa pensée, le guide apparaît à côté de lui, une silhouette sombre dans le blanc tourbillonnant. Ça pourrait être pire, dit doucement Harper. Ce n'est rien comparé à ce que les montagnes peuvent nous réserver. Rassurant, dit Thomas d'un ton sec. Harper rit doucement. Va te reposer. Demain sera difficile. Thomas retourne à son sac de couchage, mais le sommeil le fuit désormais. Il reste éveillé, écoutant le doux bruit de la neige qui tombe et se demandant quels nouveaux défis les montagnes leur réserveront. Le matin révèle 3 pouces de neige recouvrant le paysage, transformant le sentier familier en un endroit étrange et traître. Les bœufs hésitent à leur harnais, leur souffle formant de la vapeur dans l'air glacial. Les doigts de Thomas sont déjà engourdis alors qu'il fixe la dernière sangle. « Tu penses que ça va fondre ?» demande William, en frappant du pied pour se réchauffer. Thomas regarde le ciel. Les nuages se sont éclaircis, laissant filtrer un faible soleil, un peu, mais nous allons quand même passer une journée difficile. Difficile n'est même pas le mot. La neige rend le sentier glissant et boueux au fur et à mesure que la journée se réchauffe. Les roues des chariots s'enfoncent dans la boue, nécessitant que d'autres bœufs soient attelés à l'avant pour les dégager. Ce qui aurait dû être une journée de 15 000 devient une épreuve épuisante qui ne couvre guère 7 000. Le soir, tout le monde est couvert de boue et épuisé jusqu'aux os. Sarah, encore faible de sa maladie, semble prête à s'effondrer lorsque Thomas l'aide à descendre du chariot. « Je vais bien », insiste-t-elle, mais son visage pâle et ses mains tremblantes la trahissent. Le capitaine Miller rassemble les chefs de chariot après le souper. Son expression est grave dans la lueur du feu. « À ce rythme, nous n'atteindrons South Pass que dans 2 semaines, dit-il franchement. La neige en altitude va s'approfondir chaque jour. Nous devons prendre une décision. » « Quel genre de décision ?» demande Thomas, bien qu'il sache déjà, continuer ou revenir à Fort Laramie tant qu'il est encore temps. Les mots tombent comme des pierres dans l'eau immobile. Revenir. Après tout ce chemin, la pensée est presque insupportable. Qu'en penses-tu, Harper ? demande Miller au guide. Harper remue le feu avec un bâton, considérant l'école encore ouverte maintenant, selon les trappeurs rencontrés la veille. Mais c'est un pari. Un début d'hiver comme celui-ci, impossible de savoir quand la vraie neige arrivera. Dans un mois, peut-être demain. Et si elle arrive pendant notre traversée ? Harper ne mâche pas ses mots. Alors nous serons vraiment en difficulté. Les chariots ne peuvent pas avancer dans la neige profonde. Les animaux meurent. Les gens meurent. Un lourd silence tombe sur le groupe. Thomas pense au groupe d'Ona piégé dans les montagnes de la Sierra Nevada l'hiver précédent. Les histoires rapportées à l'Est étaient terrifiantes. Nous avons trop avancé pour faire demi-tour, dit enfin Thomas. Mon vote est de continuer. Plusieurs acquiescent, mais quelques-uns paraissent incertains. Dormons dessus, décide Miller. Chaque famille devrait en discuter ce soir et prendra la décision finale demain matin. De retour au chariot, Thomas raconte la réunion à Sarah. Elle écoute sans interrompre, le visage pensif à la lueur du feu. Les enfants pourraient rester à Fort Laramie, dit-elle quand il a fini. Nous pourrions les renvoyer avec les familles qui font demi-tour. Ils seraient en sécurité pour l'hiver. Thomas la fixe, choqué. Les renvoyer sans nous ? Si c'est trop dangereux de continuer, nous restons ensemble, dit-il fermement. Quoi qu'il arrive, nous faisons face en famille. Sarah semble vouloir argumenter, mais se contente de hocher la tête. Alors nous continuons. Mais Thomas, nous devons nous préparer au pire. Si nous sommes pris dans les montagnes. Elle ne termine pas sa phrase. Il n'est pas nécessaire. Ils savent tous deux ce qui est en jeu. Cette nuit-là, Thomas ne dort pas. Il reste éveillé, écoutant la respiration de sa famille et pesant des choix impossibles. Revenir en arrière et abandonner le rêve qui les a portés jusqu'ici, ou continuer et risquer tout, peut-être même leur vie. Au matin, il n'est pas plus avancé. Le convoi se rassemble dans la lumière grise de l'aube. Les visages sont graves tandis que Miller appelle à une décision. Finalement, 3 autres familles choisissent de retourner à Fort Laramie. Les Mason et 5 autres chariots continueront vers South Pass et au-delà. Leur convoi déjà réduit a diminué de moitié par rapport à sa taille initiale. La séparation est émotive. Ces personnes ont voyagé ensemble pendant des mois, partageant difficultés et rares joies.
Ils ont assisté à des naissances, enterré les morts, soutenu chacun dans la maladie et les accidents. Maintenant, ils se séparent, peut-être pour ne jamais se revoir. Madame Wilson, qui retourne à Fort Laramie, étreint Sarah avec des larmes aux yeux. « Prends soin de toi, dit-elle. Écris-nous quand tu atteindras l'Oregon. »« Nous le ferons, promet Sarah, bien qu'ils sachent tous deux combien de telles promesses sont incertaines sur la frontière. Le voyage reprend avec une nouvelle urgence. Ils voyagent plus longtemps, poussant leurs forces et celles de leurs animaux jusqu'à la limite. Le paysage devient de plus en plus spectaculaire chaque jour. Falaises imposantes, ravins profonds, prairies s'étendant jusqu'aux sommets enneigés lointains. Dans un autre contexte, ce serait d'une beauté époustouflante. Maintenant, c'est juste un autre obstacle à surmonter. Une semaine après la séparation, ils atteignent South Pass. Ce n'est pas ce à quoi Thomas s'attendait, pas de gorge étroite entre des pics imposants, mais plutôt une large vallée doucement inclinée qui traverse les montagnes. Le terrain semble facile, mais l'altitude rend la respiration difficile, surtout pour Sarah, qui n'a pas encore retrouvé toute sa force. Ceci est la ligne de partage des eaux continentales, explique Harper alors qu'il campe ce soir-là. La pluie tombant de ce côté va à l'Atlantique. De l'autre côté, elle s'écoule vers le Pacifique. C'est une étape à célébrer, mais l'ambiance est retenue. Ils ont franchi le col, mais la partie la plus difficile du voyage reste à venir. La descente dans le bassin de la Snake River, puis à travers les Blue Mountains, et enfin vers la Columbia et la Willamette Valley. Combien de kilomètres encore ? Demande Emma cette nuit-là, traçant le parcours sur une carte grossière que Harper a dessinée dans la terre. Environ 700 miles, lui répond Harper. Son visage s'assombrit. C'est encore si loin. Mais à partir d'ici, c'est tout en descente, dit-il avec un clin d'œil. Enfin, surtout. Le lendemain matin à porte-ciel clair et surprise, un groupe de chaussonniers montés attend au croisement du sentier. Ils sont 8 hommes et femmes, enveloppés dans des robes de buffle contre le froid du matin. Le capitaine Miller et Harper partent à leur rencontre. Le reste du convoi observe anxieusement, fusil à portée de main, malgré les assurances de Harper que les chaussonniers sont amicaux. Après une longue conversation traduite par Harper, Miller revient au chariot. Ils offrent de nous guider jusqu'à Fort Hall, explique-t-il. Pour un prix, bien sûr. Peut-on leur faire confiance ? Demande quelqu'un. Miller paraît offensé au nom des chaussonniers. Ces gens guident les voyageurs depuis des années. Ils connaissent les sentiers mieux que quiconque et avec la neige précoce, nous avons besoin de toute l'aide possible. Finalement, ils acceptent d'engager 2 guides, un homme d'âge moyen nommé Bear Runner et son neveu, un jeune homme qui se présente comme Joseph, parlant un anglais étonnamment bon. J'ai appris à l'école de la mission, explique Joseph quand Thomas le lui fait remarquer, avant qu'elle ne brûle. Les guides chaussonniers prouvent immédiatement leur valeur, montrant au convoi un raccourci qui leur fait gagner près de 2 jours de voyage. Joseph chevauche aux côtés du chariot maçon, curieux de leur voyage et désireux de pratiquer son anglais. Pourquoi l'Oregon ? Demande-t-il à Thomas. Terre lointaine, dangereuse, répond simplement Thomas. Un endroit à nous où nous pouvons construire quelque chose qui durera. Joseph y réfléchit, puis hoche la tête. Mon peuple comprend que la terre, c'est la vie. Mais une tristesse dans ses yeux fait se demander à Thomas combien de temps encore les chaussonniers pourront conserver leur terre. Avec l'arrivée de plus de colons chaque année, le temps reste stable alors qu'ils descendent des hautes terres dans la plaine de la Snake River. La neige fond, remplacée par un paysage poussiéreux de buissons de sauge et de pins épars. Il fait plus chaud ici, l'air moins rare, mais le vent est constant et mordant. Sarah continue de s'améliorer, pouvant désormais marcher à côté du chariot pendant de courtes périodes. Son visage est émacié, mais ses yeux ont retrouvé leur éclat d'antan. Thomas se surprend à l'observer quand elle ne regarde pas, encore à peine croyant combien il a failli la perdre. « Arrête de me fixer », lui dit-elle un soir, le surprenant en train de le faire. « Je ne vais pas craquer. »« Je sais », répond-il, mais je continue de regarder quand même. Fort Hall apparaît à l'horizon après 5 jours de voyage ardu, un spectacle bienvenu. Bien que beaucoup plus petit que Fort Laramie, ce n'est guère plus qu'un poste de traite avec quelques bâtiments rudimentaires entourés d'une palissade. Mais il représente sécurité, approvisionnement, et surtout, information sur la suite du parcours. Les nouvelles ne sont pas bonnes.
Une tempête de neige précoce a déjà déposé 2 pieds de neige dans les Blue Mountains. Le sentier principal le long de la Snake River est inondé par la fonte précoce, et il y a des rapports de bandes hostiles d'autres tribus dans la région, profitant de la présence militaire réduite à l'approche de l'hiver. Nous aurions dû faire demi-tour, murmure l'un des chefs de chariot restant après avoir entendu les rapports. Mais il est trop tard pour les regrets maintenant. Fort Hall est le dernier avant-poste majeur avant l'Oregon. Revenir en arrière serait presque aussi dangereux que de continuer. Cette nuit-là, Thomas trouve Joseph assis seul près du feu, sculptant un petit morceau de bois avec un couteau bien aiguisé. « Est-ce vraiment aussi mauvais qu'on le dit ?» demande Thomas en s'asseyant à côté de lui. Joseph hausse les épaules. « Mauvais ? Oui. Impossible ? Non. » Il montre la sculpture, un petit oiseau prenant forme sous ses mains habiles. Il y a toujours un chemin si on regarde attentivement. Ils disent que les Blue Mountains sont déjà enneigés. Le sentier principal, oui, mais il y a d'autres chemins. Joseph hésite. Mon peuple connaît ces montagnes. Beaucoup de sentiers ne figurent pas sur les cartes des hommes blancs. Thomas sent une étincelle d'espoir. Tu sais, un autre chemin. Ou peut-être, dit Joseph pensivement. Pourquoi devrais-je aider ? Plus de blancs arrivent, moins de terre pour les chaussonniers. C'est une question juste, que Thomas s'est posée plus d'une fois. Je ne peux pas parler pour tous les colons blancs, dit-il enfin. Mais ma famille veut juste un petit morceau de terre à cultiver. Nous ne voulons pas prendre plus que nécessaire. L'expression de Joseph suggère qu'il a déjà entendu ce genre de promesse. 5 $, dit-il. Je te montre un chemin sûr à travers les montagnes. 3, réplique Thomas automatiquement, puis se sent honteux de marchander sur ce qui pourrait être la survie de sa famille. Mais Joseph sourit simplement. 4, dit-il, et du café. Marché conclu. Thomas tend la main et il se serre la main. Il ne parle pas encore de l'accord aux autres. Rien ne garantit que le capitaine Miller acceptera de suivre un sentier non balisé sur la parole d'un jeune chaudronnier, peu importe la gravité des alternatives. Le lendemain matin apporte une nouvelle crise. L'un des chariots restants, celui des Caldwell, se renverse en traversant un petit ruisseau, déversant la plupart de leurs provisions dans l'eau. Personne n'est blessé, mais la farine, le sucre et autres produits de base sont ruinés. Sans eux, la famille n'a aucune chance de terminer le voyage. Nous partagerons, dit Sarah immédiatement en entendant la nouvelle. Chacun peut contribuer un peu. C'est ce qu'ils ont toujours fait sur la piste, s'entraidant dans les catastrophes. Mais cette fois, avec l'hiver qui approche et les provisions déjà limitées, les autres hésitent. Nous avons à peine assez pour nous, argumente l'un des hommes. Alors nous aurons un peu moins, réplique Sarah, sa voix ferme. Aucun de nous ne réussira à atteindre l'Oregon seul. Finalement, chaque famille contribue. Une tasse de farine ici, une poignée de grains de café là, de la viande séchée, du sel, tout ce qu'ils peuvent épargner. Ce n'est pas suffisant pour remplacer complètement ce qui a été perdu, mais cela empêchera les Caldwell de mourir de faim avant d'atteindre la vallée de la Willamette. Ce soir-là, Thomas parle à Sarah de l'offre de Joseph pour les guider à travers les montagnes. Peut-on lui faire confiance ? Demande-t-elle, pratique comme toujours. Je pense que oui. Et honnêtement, quel choix avons-nous ? Le sentier principal est déjà enneigé. Sarah réfléchit, puis hoche la tête. Parle à Miller. S'il est d'accord, nous suivrons Joseph. Le capitaine Miller est sceptique au début. Un sentier non balisé à travers des montagnes déjà enneigées. C'est risqué. Plus risqué que d'essayer le sentier principal et de se retrouver bloqué, réplique Thomas. Miller ne peut contredire cette logique. Après une longue discussion avec Harper, qui garantit la connaissance du terrain par Joseph, il accepte le plan. Mais il ajoute, il faudra laisser certaines choses derrière nous. Alléger les chariots autant que possible pour le voyage en montagne. Nous avons déjà laissé la moitié de nos affaires à Fort Laramie, proteste Thomas. Et nous laisserons la moitié de ce qui reste ici, dit fermement Miller. Tout ce qui n'est pas essentiel à la survie, nous pourrons revenir le chercher au printemps si nous passons. C'est une nouvelle réduction douloureuse de leur possession. Le fauteuil à bascule est depuis longtemps parti. Mais maintenant, ils doivent laisser derrière eux la porcelaine de la mère de Sarah, les livres de Thomas, les jouets des enfants, tout ce qui a plus de valeur sentimentale que de survie. Peu importe, dit Sarah en triant leurs affaires. Tout ce qui compte, c'est d'atteindre l'Oregon vivant. Thomas hoche la tête,
Mais son cœur se serre en voyant leur vie réduite à l'essentiel une fois de plus. Que restera-t-il d'eux lorsqu'ils atteindront la vallée de la Willamette? Ils quittent Fort Hall le lendemain matin, leur chariot visiblement plus léger, mais leurs esprits lourds de la conscience de ce qui les attend. Joseph les conduit vers le nord-ouest, loin du sentier principal, suivant ce qui semble être un chemin de gibier à travers un pays de plus en plus accidenté. Cela ne ressemble pas du tout à un sentier, observe William, chevauchant à côté de Thomas sur le siège du chariot. Pas à nos yeux, répond Thomas. Mais Joseph dit que son peuple l'utilise depuis des générations. Le chemin les mène à travers une vallée étroite, puis monte en zigzag jusqu'à une crête surplombant la Snake River. La vue est spectaculaire, le grand fleuve serpentant à travers une vaste plaine, les montagnes s'élevant au loin, mais Thomas n'a guère d'attention pour le paysage. Le sentier ici est à peine assez large pour les chariots avec un précipice d'un côté. Rapproche les bœufs de l'intérieur, crie-t-il à William, qui conduit l'équipe. Une seule erreur et nous tombons. Ils traversent la crête en toute sécurité, mais la journée a laissé des traces. Tout le monde est tendu, épuisé par la vigilance constante requise sur un terrain si difficile. Lorsqu'ils font enfin halte pour la nuit, personne n'a d'énergie pour plus que les tâches essentielles. Combien de temps encore sur ce sentier? Demande Thomas à Joseph en mangeant un simple repas de bouillie de maïs et de viande séchée. 3 jours pour atteindre un terrain plus facile, répond Joseph. Si le temps tient. Thomas lève les yeux vers le ciel. Il est clair maintenant. Les étoiles brillent au-dessus de leur tête, mais des nuages s'amassent à l'horizon nord. Et si ça ne tient pas? Murmure-t-il. Joseph suit son regard et fronce les sourcils. Alors nous aurons des ennuis. La tempête frappe le lendemain vers midi. Pas de neige cette fois, mais une pluie battante qui transforme le sentier étroit en boue en quelques minutes. Les chariots glissent, menaçant de basculer à chaque virage. Ils doivent s'arrêter, se réfugiant sous des abris de fortune pendant que le déluge continue. Nous ne pouvons pas rester ici, dit Miller. Après 2 heures d'attente, le sentier ne fera qu'empirer. Il faut atteindre un terrain plus bas avant la nuit. C'est un pari dangereux, mais il a raison. Ici, exposés sur le flanc de la montagne, ils sont vulnérables non seulement au temps, mais aussi aux éboulements, fréquents sous une pluie forte, comme averti par Joseph. Ils avancent donc, des hommes marchant à côté de chaque chariot pour l'empêcher de glisser. Tout le monde est trempé et grelottant. Les progrès sont douloureusement lents. Au coucher du soleil, ils n'ont parcouru que 3 miles. Il y a une grotte devant, annonce Joseph en revenant de sa reconnaissance. Assez grande pour les gens, pas pour les chariots. Nous nous abriterons là ce soir. La grotte est en réalité un surplomb profond dans la falaise, mais elle est sèche et relativement chaude une fois le feu allumé près de l'entrée. Les chariots restent dehors, couverts du mieux possible. Les bœufs se blottissent misérablement sous les arbres à proximité. À l'intérieur, les familles étendent leur literie mouillée pour la faire sécher, tous se pressant près du feu. C'est exigu et inconfortable, mais mieux que d'être exposé à la tempête. Raconte-nous une histoire, Ma, supplie Daniel en s'installant pour la nuit. Une histoire joyeuse. Sarah réfléchit un instant, puis commence un récit sur une famille de lapins construisant une maison merveilleuse dans une prairie. Une histoire simple, déjà racontée auparavant, mais qui prend ici une nouvelle signification dans cette grotte, leur maison réelle n'étant encore qu'un rêve à l'horizon. Thomas observe sa femme et ses enfants, leurs visages illuminés par le feu. Malgré tout, la maladie, les épreuves, les pertes, ils sont encore ensemble, toujours en avant. Cette pensée le remplit d'une fierté intense. La pluie continue toute la nuit, mais cesse avant l'aube. En sortant de la grotte, il découvre un monde transformé une fois de plus. La tempête a emporté une grande partie du sentier, laissant des sections à reconstruire avant que les chariots ne puissent passer. Cela prendra presque toute la journée, dit Miller après avoir évalué les dégâts. Et il faut encore traverser ça. Il désigne un ruisseau qui a gonflé en torrent pendant la nuit, coupant leur chemin à environ un demi-mile. Plus de retard, plus d'obstacles. Thomas sent le poids familier de l'inquiétude sur ses épaules. Chaque jour passé ici est un jour de plus pour que la neige s'accumule dans les Blue Mountains. Un jour de plus de provisions consommées, un jour de plus vers l'hiver. Mais il n'y a rien à faire d'autre que d'affronter chaque défi au fur et à mesure. Ils se mettent au travail pour réparer le sentier, coupant des branches pour renforcer les sections boueuses, construisant de simples ponts sur les pires ravins. En milieu d'après-midi,
Ils ont progressé suffisamment pour remettre les chariots en mouvement. La traversée du ruisseau s'avère plus difficile que prévu. L'eau atteint les genoux et le courant est rapide avec un fond rocheux traître. Chaque chariot est doublé par l'effort des bœufs, des hommes marchant à côté pour les maintenir sur la trajectoire. Le chariot des maçons est le troisième à traverser. Thomas et William sont dans l'eau, guidant les bœufs lorsque William glisse sur une pierre glissante. Le courant l'emporte aussitôt. Thomas se jette après lui sans réfléchir, luttant contre le courant. Il entend Sarah hurler depuis la berge et voit la terreur sur le visage de William. À 20 yards en aval, William parvient à s'accrocher à un arbre tombé traversant le ruisseau. Il s'y agrippe, toussant et crachotant, tandis que Thomas lutte pour l'atteindre. « Tiens bon !» crie Thomas par-dessus le fracas de l'eau. « J'arrive !» Il atteint l'arbre et se traîne jusqu'à pouvoir saisir le bras de William. Le garçon est pâle de froid et de peur, ses vêtements trempés et lourds. « Jetez !» dit Thomas en l'enveloppant dans ses bras. « Lâche l'arbre. Je nous amène à terre. » Il faut toute sa force pour les tirer jusqu'à la berge, luttant contre le courant à chaque pas. Lorsqu'ils atteignent enfin le sol ferme, Thomas est si épuisé qu'il peut à peine tenir debout. Sarah arrive la première, les enveloppant tous les deux dans des couvertures, les larmes coulant sur son visage. « Je croyais t'avoir perdu, dit-elle en serrant William contre elle. Vous deux. Il faudra plus qu'un petit ruisseau pour séparer cette famille, parvient à dire Thomas entre ses dents qui claquent. La frayeur a secoué William, pourtant. Ce soir-là, autour du feu, Thomas ne peut s'empêcher de repenser à ce qui a failli arriver. Si William avait été emporté plus loin, si l'arbre tombé n'avait pas été là, si Thomas n'avait pas réussi à l'atteindre à temps. « Arrête !» dit doucement Sarah, lisant ses pensées comme si souvent. « Nous sommes en sécurité. Tous en sécurité. » Thomas hoche la tête, mais la peur demeure. Ils ont eu de la chance, bien plus que beaucoup d'autres sur la piste. Combien de temps cette chance tiendra-t-elle encore? Joseph vient s'asseoir à leur côté, l'air sérieux. 2 jours de plus, dit-il. Voyage difficile, puis route plus facile vers les Blue Mountains. Mais il hésite. Mais quoi? Insiste Thomas. Joseph pointe le ciel du nord où les nuages s'amoncellent de nouveau. La neige arrive. Grosse tempête. Thomas sent un frisson qui n'a rien à voir avec ses vêtements encore mouillés. Combien de temps? 2 jours, peut-être 3. C'est maintenant une course contre la tempête. Leur petit convoi contre l'orage qui approche. S'ils atteignent la vallée avant qu'il ne frappe, ils ont une chance. Sinon, Thomas croise le regard de Sarah à travers le feu et y voit sa propre détermination reflétée. Ils sont allés trop loin pour rebrousser chemin. Quoi qu'il arrive, ils feront face ensemble. Le sentier devant eux semble s'étirer à l'infini dans l'obscurité croissante, les menant vers le destin qui les attend dans les montagnes au-delà. La tempête approche. Thomas la sent dans ses os, dans la douleur des vieilles blessures, et dans le calme étrange de l'air. Les animaux le sentent aussi. Les bœufs sont agités. La vache allait refuse de s'éloigner du wagon. Même les oiseaux se sont tus comme pour retenir leur souffle. Combien jusqu'à la vallée? Demande Thomas à Joseph en levant le camp avant l'aube. Les étoiles brillent encore dans le ciel clair. 1 jour, peut-être 2, répond Joseph en plissant les yeux vers l'horizon nord où les nuages s'amoncellent comme une chaîne de montagnes lointaines. Pas assez de temps. Thomas hoche la tête gravement. Ils ne pourront pas distancer cette tempête. Le mieux qu'ils puissent espérer est de trouver un abri avant qu'elle ne frappe. Le capitaine Miller rassemble les chefs de chariot pendant que les autres finissent de charger. Son visage est marqué par l'inquiétude dans la lumière grise de l'aube. Nous devons décider si nous continuons ou trouvons un endroit pour attendre la tempête, dit-il sans préambule. Et si nous nous arrêtons, combien de temps pourrions-nous rester coincés? Demande Thomas. Première grosse neige de la saison, dit Joseph. Peut-être un jour, peut-être une semaine. Impossible à savoir. Une semaine coincée sur ce flanc de montagne exposé serait catastrophique. Les provisions sont déjà dangereusement basses, la plupart des familles ne disposant que de l'essentiel, farine, café, un peu de sel, porc ou viande séchée. Le froid seul serait une menace sérieuse, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Je dis qu'on continue, déclare Thomas. Essayons d'atteindre au moins un terrain plus bas. Les autres acquiescent. Personne ne veut se retrouver ici lorsque la tempête frappera. Ils partent alors que la première lumière touche le ciel à l'est,
avançant aussi vite que la sécurité le permet sur le sentier étroit. Joseph monte en éclaireur devant. Les chariots suivent en file indienne, chacun gardant le précédent en vue. Sarah marche aux côtés de Thomas, sa force presque entièrement retrouvée. William mène les bœufs tandis qu'Emma surveille Daniel à l'intérieur du chariot. « Nous y arriverons », dit doucement Sarah, lisant l'inquiétude sur le visage de Thomas. « Nous le faisons toujours. » Il esquisse un sourire, mais ses yeux reviennent constamment vers le ciel du nord qui s'assombrit. Vers la fin de la matinée, la température a baissé et le vent se renforce. Le sentier descend abruptement dans une forêt de pins, offrant un peu de protection contre les rafales mais ralentissant encore le passage. Les roues des chariots accrochent racines et rochers exposés, nécessitant une vigilance constante. Vers midi, alors qu'il s'arrête pour reposer les animaux, Joseph revient de sa reconnaissance avec une bonne nouvelle. Grande prairie devant, environ 3 miles. Bon endroit pour camper si la tempête arrive. Quelques arbres pour se protéger, ruisseau pour l'eau. C'est la première bonne nouvelle depuis des jours. Avec cette destination claire, ils reprennent la route avec une énergie renouvelée, impatients d'atteindre la relative sécurité de la prairie avant que la tempête ne frappe. Ils sont à moins d'1 mile de leur but lorsque les premiers flocons commencent à tomber, gros et paresseux, presque inoffensifs. Mais Thomas sait mieux. Ce n'est que l'avant-garde de la tempête. Le pire est encore à venir. « Dépêche-toi » crie-t-il à William qui mène les bœufs. Continuez à avancer. La neige s'épaissit rapidement, poussée par un vent tranchant comme un couteau. La visibilité tombe à quelques mètres. Sans Joseph revenant sans cesse vérifier leur progression, ils auraient pu perdre complètement le sentier. Emma dépasse la tête de la bâche du chariot, le visage crispé par le froid. Daniel a peur. « Dis-lui qu'on y est presque » crie Thomas par-dessus le vent qui se lève. Un peu plus loin, mais ce peu semble s'étirer à l'infini tandis qu'il lutte à travers la tempête qui s'intensifie. Les bœufs peinent maintenant, la tête baissée contre la neige. Le visage de Sarah est pâle, ses lèvres prennent une teinte bleutée qui effraie Thomas. « Monte dans le chariot » lui dit-il. « Tu vas geler dehors. » Elle n'argumente pas, preuve de son extrême froid. Enfin, juste au moment où Thomas commence à craindre qu'ils aient raté la prairie, les arbres s'éclaircissent et ils débouchent sur un espace plus ouvert. À travers le rideau de neige, ils distinguent les chariots déjà disposés en cercle autour d'un espace central où plusieurs feux brûlent. « On y est », dit-il, la voix tremblante de soulagement. Les heures suivantes sont un tourbillon d'activités, détacher les bœufs, sécuriser les chariots contre le vent, rassembler du bois, fondre la neige pour l'eau. Tous travaillent ensemble avec l'efficacité acquise après des mois sur la piste. À la tombée de la nuit, ils ont créé un camp relativement sûr, les chariots formant un écran contre le vent autour des feux centraux. La tempête ne montre aucun signe de faiblir, au contraire, elle semble s'intensifier. Le vent hurle dans les arbres à la lisière de la prairie, la neige s'accumule à un rythme alarmant. À l'intérieur du cercle de chariots, ils ont réussi à créer un petit refuge, mais Thomas sait que ce n'est que temporaire. Ils ne peuvent rester ici indéfiniment. Autour du plus grand feu, le capitaine Miller tient un conseil avec Joseph, Harper et les chefs de chariot. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas le sentier principal à travers les Blue Mountains, dit Joseph. Il est encore à plusieurs jours et probablement impossible maintenant avec cette neige, explique Miller, mais il existe un autre chemin vers la Columbia, utilisé par les Shoshone pour le commerce. Est-ce praticable pour des chariots ? Demande quelqu'un. Joseph hésite. Jamais fait avec des chariots, mais peut-être possible. Très raide par endroits. Combien raide ? Demande Thomas, pensant à leur seul bœuf et à la vache déjà épuisée par le voyage. Joseph lève la main à un angle prononcé. Il faudra des cordes pour descendre les chariots à certains endroits. Un silence stupéfait s'installe. Descendre des chariots sur des pentes raides avec des cordes est dangereux dans les meilleures conditions, et encore plus dans la neige avec des animaux et des hommes épuisés. Quelle alternative ? Demande enfin Thomas. Attendre ici que le sentier se dégage, dit Miller. Ça pourrait prendre des jours, des semaines, et nos provisions ? Le silence de Miller en dit long. Peu ont de la nourriture pour plus d'une semaine, peut-être 2 si on pousse jusqu'au maximum. Donc soit ils prennent le risque de la pente raide, soit ils meurent ici de faim. Résumé ? Dit Thomas. Exactement, approuve Miller.
La discussion se poursuit tard dans la nuit, mais en fin de compte, il n'y a qu'un choix. Ils prendront le chemin de Joseph vers la Columbia, affrontant tous les défis qui se présenteront. L'alternative, mourir lentement de faim dans cette prairie, est impensable. La tempête fait rage encore 2 jours, les coinçant dans la prairie sous une neige toujours plus profonde. Ils en profitent pour se préparer au difficile voyage à venir, vérifier les chariots pour d'éventuelles réparations, fabriquer des cordes supplémentaires avec les matériaux disponibles, redistribuer les charges pour que aucun chariot ne soit trop lourd. Le matin du 3e jour, ils se réveillent dans le silence. Le vent s'est calmé. La neige ne tombe plus. Quand Thomas sort de sous le chariot où il avait dormi, il découvre un monde transformé. Tout est blanc, immaculé, la neige lissant les aspérités du paysage. À l'est, le soleil se lève dans un ciel clair, transformant la prairie enneigée en une mer de diamants. C'est à couper le souffle et potentiellement mortel. La neige atteint presque 2 pieds par endroit, bien trop pour que les chariots avancent facilement. Il faudra ouvrir la piste, annonce Miller après avoir évalué la situation. Les hommes en avant avec des pelles, puis les équipes de bœufs les plus fortes, puis les chariots. C'est un travail épuisant. Thomas et William se relaient à l'avant, pelle à neige en main, puis reprennent le pilotage de leur chariot. Le progrès se mesure en mètres, pas en miles. À la fin de cette première journée, ils ont à peine quitté la prairie. C'est impossible, se plaint l'un des chefs de chariot autour du feu ce soir-là. On y arrivera, affirme fermement Miller. Il faut juste être malin. Le lendemain matin, ils essaient une nouvelle méthode. Au lieu de pelleter chacun individuellement, ils travaillent en équipe, formant un coin humain pour pousser la neige. Derrière eux, tous les hommes des bœufs du convoi sont attelés ensemble pour tirer un chariot, créant un passage que les autres peuvent suivre plus facilement. Ça fonctionne mieux que prévu. Vers midi, ils ont parcouru presque 2 miles. Toujours lent, mais une nette amélioration par rapport à la veille. Le véritable défi commence lorsqu'ils atteignent le bord du plateau et la descente abrupte dont Joseph les avait avertis. Le sentier, si on peut l'appeler ainsi, plonge brusquement dans un ravin, puis suit le lit d'un ruisseau sur plusieurs miles avant de rejoindre la route principale vers la Columbia. Aucun moyen que les chariots descendent par là, dit Harper en regardant en bas. Il faudra les descendre avec des cordes. C'est une tâche redoutable. Chaque chariot pèse bien plus de 1000 livres, même après tout l'allègement qu'ils ont fait. Si une corde casse, si les hommes perdent leur prise, le chariot s'écrasera en bas de la pente, tuant probablement les animaux attelés et quiconque se trouve sur son passage. Nous y allons un par un, décide Miller, et nous aurons besoin de l'aide de tous. Les Caldwell se portent volontaires pour commencer. Leur chariot est le plus léger, et M. Caldwell a de l'expérience dans des opérations similaires lors de son temps dans le bois du Maine. Il passe des heures à installer les cordes, les sécuriser aux arbres au sommet du ravin, créant un système de poulies et de freins. Quand tout est prêt, Madame Caldwell et leurs enfants descendent du chariot, laissant M. Caldwell seul, le visage marqué par une détermination sombre. « Prêt !» appelle Miller depuis le bas de la pente, où il aidera à guider le chariot vers le lit du ruisseau. Caldwell hoche la tête, prêt. Les hommes en haut déroulent lentement les cordes, laissant le chariot entamer sa descente. Pendant un instant, tout semble bien se passer. Le chariot glisse doucement sur la pente enneigée, son avancée contrôlée par les hommes tendus sur les cordes. Puis le désastre frappe. Une roue heurte une pierre cachée, faisant basculer le chariot sur le côté. Le changement soudain de poids est trop pour que les hommes puissent corriger. Le chariot commence à rouler, prenant de la vitesse en dévalant la pente. « Sautez !» crie Thomas à Caldwell, mais il est trop tard. Le chariot se renverse complètement, écrasant Caldwell dessous. Un craquement sinistre. Puis le silence. Thomas est le premier à atteindre le chariot détruit, maintenant couché sur le côté au fond du ravin. Caldwell est coincé dessous, seul son torse visible. Son visage est gris de choc et de douleur. « Mes jambes, je ne sens plus mes jambes », souffle-t-il. Il faut 6 hommes pour soulever suffisamment le chariot et libérer Caldwell. Les dégâts sont immédiats, les 2 jambes écrasées, saignant abondamment. Le médecin le plus proche est à Fort Vancouver, encore à plusieurs jours de route, même dans de bonnes conditions. Madame Caldwell sanglote en tenant la tête de son mari. Leurs enfants restent à proximité, trop choqués pour pleurer. « Il faut arrêter l'hémorragie », dit Sarah, prenant les choses en main.
Elle déchire déjà des bandes de couverture pour les pansements. Emma, chauffe de l'eau. William, trouve ma trousse de couture. Thomas regarde avec un mélange de fierté et d'angoisse tandis que sa femme tente de sauver la vie de Caldwell. Ses mains sont assurées pendant qu'elle nettoie les blessures, coud ce qui peut l'être, pense ce qui ne peut pas, mais tous savent que cela ne suffira probablement pas. Sans soins médicaux appropriés, l'infection est presque certaine. Comment le descendre de la montagne ? Demande Thomas à Miller, une fois que Sarah a fait tout ce qu'elle peut. Miller secoue la tête. On peut fabriquer un travois, mais avec ses blessures, il ne survivra pas au voyage. La dure réalité plane sur eux. Ils ne peuvent pas rester ici. Les autres chariots doivent encore descendre, et leurs provisions ne dureront pas. Mais déplacer Caldwell le tuera probablement. En fin de compte, c'est Caldwell lui-même qui prend la décision. « Laissez-moi, dit-il à Miller, sa voix faible mais claire. Amenez ma famille en Oregon. »« John, non. » proteste sa femme. « Sarah Mason restera avec moi, continue-t-il, l'ignorant. » Les autres descendaient les chariots. Une fois tous en sécurité en bas, alors décidez quoi faire. C'est le seul plan viable. Sarah accepte de rester avec Caldwell tandis que les autres se concentrent sur la descente sécurisée des chariots restants. Ils travaillent avec une prudence renouvelée, secouée par l'accident de Caldwell. Chaque chariot est vérifié et revérifié avant de commencer la descente. Les cordes testées encore et encore. L'inquiétude de Thomas est partagée entre le travail dangereux et sa femme seule avec un homme mourant au fond du ravin. Lorsque le dernier chariot atteint enfin le lit du ruisseau en sécurité, la courte journée d'hiver s'achève dans le crépuscule. « Comment va-t-il » demande Thomas en se précipitant vers Sarah, assise à côté de Caldwell. Elle secoue légèrement la tête, pâle. Il a perdu trop de sang. Caldwell est maintenant inconscient, sa respiration superficielle, sa peau cireuse et froide malgré les couvertures entassées sur lui. Sa femme est assise de l'autre côté, tenant sa main, le visage vide de choc et de douleur. Ils allument des feux à proximité, créant le peu de réconfort possible alors que l'obscurité tombe. Personne ne parle de continuer le voyage. Ils savent tous qu'ils passeront la nuit ici, attendant l'inévitable. Caldwell meurt juste après minuit, s'éteignant si silencieusement qu'au début, ils ne se rendent pas compte qu'il est parti. Le hurlement de sa femme brise le silence, résonnant contre les parois du ravin comme le cri d'un animal blessé. Il l'inhume à l'aube, creusant dans la neige pour atteindre le sol gelé en dessous, se relayant avec la seule pelle qu'ils ont. C'est un travail dur et brutal, mais nécessaire. Miller prononce quelques mots, une simple prière pour un homme qui est mort en cherchant une vie meilleure pour sa famille. Madame Caldwell reste silencieuse, ses enfants accrochés à ses jupes, ses yeux désormais secs, comme si elle avait déjà versé toutes ses larmes. « Que ferez-vous » demande Thomas doucement lorsque le bref service est terminé. « Continuez, dit-elle, la voix plate. Que pourrait-on faire d'autre ? C'est la seule réponse possible. Revenir en arrière rendrait la mort de son mari inutile. Le chariot des Caldwell est détruit, mais les autres feront de la place pour elle et ses enfants, partageant le peu d'espace qu'ils ont. Ils reprennent leur voyage le même matin, suivant le lit du ruisseau qui serpente vers la Columbia. La neige reste profonde, mais le ruisseau a dégagé un passage qui rend le voyage un peu plus facile. Ils progressent mieux que prévu, couvrant près de 5 miles avant de camper pour la nuit. L'ambiance est sombre. La mort de Caldwell leur rappelle à tous combien leur situation est précaire, à quel point la frontière entre la vie et la mort sur ce voyage est mince. « Nous ne pouvons pas nous permettre un autre accident », dit Miller au chef de chariot cette nuit-là. « Nous avançons lentement, prudemment. Nous nous aidons les uns les autres. C'est la seule façon de tous arriver en Oregon. » Thomas acquiesce, mais son esprit est tourné vers Sarah, étrangement silencieuse depuis la mort de Caldwell. Elle est assise près du feu, fixant les flammes, le visage tiré par l'épuisement. « Ça va » demande-t-il, s'installant à ses côtés. Elle ne répond pas tout de suite. Quand elle parle enfin, sa voix est à peine audible. « Je n'ai pas pu le sauver. »« Personne n'aurait pu, » dit Thomas doucement. « Même un médecin. Je pense à Madame Caldwell, à ses enfants. Que deviendront-ils ? La communauté les aidera. C'est comme ça ici. » Sarah hoche la tête, mais semble encore troublée. Cela aurait pu être toi, Thomas ou William. Cela aurait pu être n'importe lequel de nous. Mais ce ne l'était pas, lui rappelle-t-il.
Nous sommes toujours ici, toujours ensemble. Elle se blottit contre lui, une partie de la tension quittant son corps. Promets-moi que nous y arriverons. Tous. C'est une promesse qu'il n'a aucun droit de faire. Le chemin reste dangereux. Les provisions s'amenuisent, l'hiver approche. Mais il l'a fait quand même. Nous y arriverons. Je le jure. Elle hoche la tête, acceptant la promesse pour le réconfort qu'elle procure, sinon pour sa certitude. Les jours suivants sont un flou d'épuisement et de froid alors qu'ils suivent le ruisseau vers la Columbia. La neige diminue progressivement à mesure qu'ils perdent de l'altitude, rendant le voyage un peu plus facile. Mais le terrain reste difficile, escarpé par endroits, le ruisseau se rétrécissant parfois en rapide qui les oblige à tracer un nouveau passage à travers les bois. Les provisions sont maintenant extrêmement basses. Les parties de chasse reviennent souvent bredouilles. Le gibier est absent ou caché à cause de la tempête. Ils doivent étirer leurs ressources avec des pignons de pin et quelques baies d'hiver que Joseph parvient à trouver. Pas assez, dit Joseph franchement lorsque Thomas lui demande combien de temps ils peuvent se nourrir ainsi. Il faut atteindre la Columbia bientôt. Au 5e jour après la mort de Caldwell, ils sortent d'une forêt dense de pins et découvrent la terre qui descend brusquement devant eux. Et là, au loin, la Columbia, un ruban argenté serpentant à travers une vaste vallée. Nous y sommes, murmure quelqu'un, et les mots passent de personne en personne comme une bénédiction. Ils ne sont pas encore arrivés. Pas vraiment. Il reste encore des miles à parcourir, la descente vers la rivière, la dernière poussée jusqu'à la vallée de Willamette. Mais pour la première fois depuis des semaines, la fin de leur voyage semble tangible, réelle. Cette nuit-là, autour du feu, un espoir prudent revient. Quelqu'un sort un violon qui n'avait pas été joué depuis Fort Hall. La musique s'élève dans l'air clair de la nuit, une affirmation de vie et de joie malgré tout ce qu'ils ont enduré. Sarah danse avec Emma et Daniel, le visage rouge d'effort et de bonheur. William, essayant de paraître adulte, refuse de se joindre à eux au début, mais finit par céder lorsqu'une jolie fille d'une autre famille lui demande. Thomas observe tout cela, le cœur plein. Ils ne sont pas encore en sécurité, loin de là, mais ils ont survécu au pire que le sentier pouvait leur réserver. Maladie, accident, tempête, famine. Ils ont enterré des amis et abandonné des possessions. Ils ont été mis à l'épreuve comme ils ne l'avaient jamais imaginé en quittant l'Illinois. Et ils sont toujours là, toujours en lutte, toujours ensemble. Alors que la musique continue et que les étoiles tournent au-dessus, Thomas se permet pour la première fois depuis des mois de croire vraiment qu'ils atteindront l'Oregon. Non seulement survivre au voyage, mais prospérer à la fin, bâtir cette ferme dont Sarah a rêvé, voir leurs enfants grandir dans une terre d'opportunités. La Columbia scintille au clair de lune, un chemin d'argent menant vers leur futur. Demain, ils reprendront leur route vers elle. Mais ce soir, ils célèbrent le chemin déjà parcouru. La Columbia s'étend devant eux comme une autoroute d'argent, incroyablement large après des mois à traverser de petits ruisseaux et des cours d'eau traîtres. Thomas se tient au bord du promontoire, William à ses côtés, tous deux silencieux devant l'ampleur du paysage. C'est plus large que le Mississippi, finit par dire William. Thomas hoche la tête. Et nous devons encore le traverser. La descente vers la rivière prend 2 jours complets, un parcours prudent et sinueux sur des sentiers à peine praticables pour les chariots. Joseph les guide avec l'assurance de quelqu'un qui a parcouru cette route de nombreuses fois, indiquant les passages les plus sûrs et avertissant des terrains instables. Lorsqu'ils atteignent enfin le bord de la rivière, ils découvrent un petit poste de commerce, 3 bâtiments rudimentaires et un quai tenu par un vieux montagnard nommé Barlow et sa femme Nepers. La vue d'autres colons blancs, même seulement 2, est étrange après tant de temps dans la nature avec seulement leur petit convoi pour compagnie. Vous êtes en retard, observe Barlow tandis que le capitaine Miller explique leur situation. La plupart des convois sont passés il y a un mois. Nous avons eu quelques retards, répond simplement Miller. Les difficultés partagées sur le sentier les ont rendus très soudés. Leurs expériences sont difficiles à expliquer aux étrangers. Barlow hoche la tête, comprenant sans avoir besoin de détails. Les rivières sont hautes, pas sûres à franchir à gué. Vous aurez besoin du ferry. Combien ? Demande Thomas en calculant mentalement leur fonds diminuant. 5 $ par chariot. Un prix élevé, surtout maintenant que chaque dollar est précieux. Mais un simple regard sur la rivière gonflée, agitée par le vent, montre à Thomas qu'ils n'ont pas le choix. Le matin suivant, le ferry de Barlow est prêt.
une affaire rudimentaire, plus qu'un grand radeau guidé par des cordes tendues à travers la rivière, mais assez solide pour tenir un chariot et son attelage. 2 trajets par chariot, explique Barlow, d'abord le chariot et les bœufs, ensuite les personnes. Moins d'attente ainsi. Les Wilson passent les premiers, leur chariot et leurs bœufs traversant sans incident. Ensuite, les gens suivent sur le 2e trajet, Madame Wilson tenant son plus jeune enfant si fort que la petite se tortille en protestation. Les Mason doivent traverser en 3e, après les Richardson. Thomas regarde anxieusement le chariot Richardson être tiré sur le radeau, celui-ci s'enfonçant sous le poids. La traversée semble interminable, le radeau avançant lentement le long des cordes de guidage en luttant contre le courant. Enfin, c'est leur tour. Thomas conduit le chariot sur le radeau, qui tangue dangereusement sous le poids. Le bœuf et la vache laitière sont nerveux, roulant des yeux face au mouvement inhabituel. William les aide à se stabiliser tandis que Barlow et son assistant commencent à éloigner le radeau du quai. « Nous reviendrons bientôt pour vous », crie Barlow à Sarah, Emma et Daniel restés sur la rive. La traversée est encore plus stressante que Thomas ne l'avait imaginé. Le radeau semble fragile sous le chariot lourd. La rivière est incroyablement large. À mi-parcours, un fort courant transversal tend les cordes et les fait dériver sur le côté. « Tirez plus fort !» crie Barlow à son assistant, luttant avec une corde. Pendant un moment terrifiant, il semble qu'il pourrait se détacher complètement du système de guidage et être emporté en aval, mais la corde tient et il commence lentement à se redresser. Lorsqu'il touche enfin la rive opposée, les jambes de Thomas tremblent de tension. Il conduit le chariot sur un sol ferme, murmure une prière de gratitude, puis aide à sécuriser le radeau pour le voyage de retour. L'attente de sa famille semble interminable. Thomas fait les 100 pas sur la rive, regardant le radeau revenir lentement vers l'arrivée. William reste près du chariot et des animaux, le visage sérieux sous le poids de la responsabilité. « Ils iront bien », dit-il avec plus de confiance que Thomas n'en a. Et ils vont bien. La 2e traversée se passe mieux que la première, peut-être parce que la charge plus légère rend le radeau plus maniable. Bientôt, Sarah, Emma et Daniel sont enfin sur la rive ouest, officiellement en territoire de l'Oregon. Il n'y a pourtant pas de temps pour célébrer. Les chariots restants doivent encore traverser, et tout le monde aide à décharger et charger le radeau, sécuriser les animaux et déplacer les chariots depuis la rive jusqu'au campement indiqué par Barlow à un quart de mille à l'intérieur des terres. Il est déjà tard dans l'après-midi lorsque le dernier chariot et ses passagers sont enfin en sécurité de l'autre côté. Ce n'est qu'alors que Miller permet une petite célébration, partageant le dernier sucre pour adoucir un pot de café qu'il se passe de main en main. À l'Oregon, porte un toast Miller en levant sa tasse. À l'Oregon, répète-t-il, les mots simples portant le poids de tout ce qu'ils ont enduré pour atteindre ce moment. Ils passent une nuit près de la Columbia, profitant du temps pour réorganiser leur chariot et planifier l'étape finale du voyage. Miller, Harper et Joseph étudient une carte rudimentaire fournie par Barlow, traçant la route vers la vallée de Willamette. C'est peut-être 100 miles, dit Miller plus tard au groupe, suivant surtout cette vallée fluviale ici, il montre un affluent de la Columbia sur la carte. Barlow dit que le sentier est correct, mais qu'il reste un dernier passage de montagne. Un grognement collectif s'élève parmi les voyageurs fatigués. Ce n'est pas mauvais, les rassure Miller. Rien à voir avec ce que nous avons déjà traversé, mais il faut avancer rapidement. La pluie a commencé dans la vallée, selon Barlow, et rendra les sentiers boueux. Ainsi, ils reprennent leur routine familière, debout à l'aube, sur le sentier dès le premier rayon de lumière, avançant autant que possible chaque jour tout en prenant soin des animaux. Le terrain est plus doux ici, les vallées plus larges, les forêts moins denses. Mais le temps change, devenant plus humide à mesure qu'ils se dirigent vers l'ouest. La pluie tombe presque chaque jour, parfois juste une bruine, parfois une averse qui les force à s'arrêter et chercher un abri. 5 jours après avoir traversé la Columbia, ils atteignent le dernier col de montagne. Plus facile que les Blue Mountains, plutôt une selle haute entre 2 crêtes qu'un vrai col. Mais la pluie a rendu le sentier glissant et les chariots peinent sur la pente boueuse. Tout le monde dehors et pousse, ordonne Miller. Lorsque le premier chariot se bloque, hommes, femmes et même les enfants plus âgés mettent leurs épaules dans le dos du chariot, luttant contre la boue et la gravité. Lentement, pouce par pouce, ils font passer les chariots par-dessus la crête. De l'autre côté, la terre tombe, révélant un panorama à couper le souffle.
Une vaste vallée s'étend devant eux, verte même en novembre, traversée par une rivière sinueuse, parsemée de fermes. De fines colonnes de fumée s'élèvent des cheminées dans l'air brumeux. La vallée de Willamette, dit Harper inutilement. Ils atteignent enfin leur destination. Les chariots s'arrêtent tandis que chacun absorbe la vue. Après tant de mois à se concentrer sur la prochaine colline, la prochaine rivière, le prochain obstacle, il est presque déstabilisant de voir leur objectif étalé devant eux. Sarah glisse sa main dans celle de Thomas, les yeux brillants. « Nous y sommes » murmure-t-elle. « Nous y sommes » acquiesce-t-il, n'y croyant pas encore tout à fait lui-même. Les derniers jours de voyage sont presque anticlimactiques après tout ce qu'ils ont enduré. Le sentier descend doucement dans la vallée, passant par des fermes où les habitants saluent le convoi. Dans une ferme, une femme sort avec un panier de pain frais, distribuant un pain à chaque famille. « Bienvenue en Oregon » dit-elle simplement. « Nous sommes venus l'année dernière. Vous savez comment c'est à la fin du sentier. Le pain est le plus délicieux que Thomas ait goûté depuis des mois, tendre et chaud, un rappel des conforts de la vie sédentaire qu'ils avaient perdus. Le convoi commence à se disperser à mesure que les familles atteignent leur destination prévue. Les Wilson partent vers le nord, là où le frère de Madame Wilson est arrivé l'année précédente. Les Richardson continuent vers l'ouest, direction Oregon City. Lorsque les Mason atteignent la zone qu'ils ont choisie pour leur maison, en se basant sur les lettres du cousin de Sarah, seulement 2 autres chariots restent avec eux. Leur terrain, 160 acres promis par la donation Land Act, se trouve dans une vallée douce à environ 20 miles d'Oregon City. Alors qu'ils franchissent une petite colline et regardent la prairie bordée de forêts sur 3 côtés et d'un ruisseau clair sur le 4e, Sarah s'exclame. « C'est exactement comme je l'imaginais, dit-elle. »« Exactement » acquiesce Thomas. La cabane qu'ils construiront près du ruisseau, les champs qu'ils laboureront au printemps, le verger sur le versant sud. Après des mois à ne se concentrer que sur la survie, sur le besoin immédiat suivant, il peut enfin envisager l'avenir. Ils campent près du ruisseau cette première nuit, toujours vivants dans leur chariot, mais sur leur propre terrain. La saison des pluies a commencé sérieusement, et leur première priorité est un abri avant que les tempêtes hivernales n'arrivent. Le lendemain matin, Thomas et William commencent à abattre des arbres pour construire une cabane, tandis que Sarah, Emma et Daniel déblaient le terrain. C'est un travail épuisant, surtout après un long voyage, mais ils sont motivés par la certitude qu'ils construisent leur propre maison sur leur propre terre. Cette nuit-là, les muscles endoloris par une journée d'efforts inhabituels avec la hache, Thomas s'assoit près du feu et observe sa famille. Ils sont maigres, leurs vêtements usés et raccommodés, leurs visages marqués par des mois sur la piste. Mais ils sont vivants. Ils ont atteint l'Oregon. Le rêve qui les a portés sur 2000 miles est devenu réalité. « À quoi penses-tu » demande Sarah, s'asseyant à côté de lui. « À tout le chemin parcouru. Pas seulement les miles, mais tout. » Elle hoche la tête, comprenant. « Nous sommes des gens différents de ceux que nous étions en quittant l'Illinois. »« Mieux, penses-tu » Elle réfléchit sérieusement à la question. Plus fort, certainement plus reconnaissant des choses simples, d'un feu chaleureux, d'une nourriture suffisante, les uns pour les autres. Elle regarde les enfants déjà endormis malgré leur précoce. Ils ont tellement grandi, surtout Emma. C'est vrai, leur fille n'était qu'une enfant lorsqu'ils ont quitté l'Illinois, préoccupée surtout par ses poupées et ses jeux. Maintenant âgée de 11 ans, elle travaille aux côtés de sa mère sans se plaindre, aide à s'occuper de Daniel, assume des responsabilités impensables avant le voyage. Et William, ajoute Thomas, est presque un homme maintenant. Il a dû l'être, murmure Sarah. Il reste assis en silence, compagnon de fortune, regardant le feu se réduire en braise. La pluie tambourine doucement sur la toile du chariot au-dessus d'eux, un rythme apaisant après tant de nuits d'inquiétude face aux intempéries. Aucun regret ? Demande enfin Thomas. Sarah sourit, posant sa tête contre son épaule. Aucun, répond-elle. C'est ici que nous devons être. Dans les semaines qui suivent, ils adoptent une nouvelle routine centrée sur la construction de leur maison et la préparation pour l'hiver. La cabane s'élève bûche par bûche, structure simple avec un sol en terre et une seule pièce, mais suffisamment solide pour les protéger de la pluie et du vent. Les voisins des fermes environnantes, certains installés l'année précédente, d'autres nouveaux arrivants comme eux, viennent aider à lever le toit. C'est leur première expérience de la communauté qu'ils rejoignent, renforçant leur sentiment d'avoir fait le bon choix en venant en Oregon.
Madame Caldwell et ses enfants s'installent sur une petite ferme à environ 5 miles, accueillis par un veuf ayant besoin d'aide pour ses jeunes enfants. Ce n'est pas la vie qu'elle imaginait en quittant le Missouri avec son mari, mais elle y trouve sécurité et compagnie, deux biens précieux sur la frontière. Le capitaine Miller, à la surprise générale, décide de rester dans la région plutôt que de continuer vers Oregon City comme prévu, achetant un terrain adjacent au Mason, expliquant brusquement qu'il en a assez de bouger pour un moment. En décembre, avec l'arrivée du froid et des pluies plus fortes, les Masons emménagent dans leur cabane nouvellement construite. Rustique selon les standards de l'Illinois, du papier huilé pour les fenêtres, pas de plancher, juste de la terre battue recouverte de branchages de pin, pas de chambres séparées, juste des rideaux pour diviser les espaces de sommeil. Mais c'est la leur. Construite de leurs propres mains sur leur propre terrain. La première nuit, Thomas allume un feu dans la cheminée en pierre qu'ils ont construite à une extrémité. Les flammes projettent des ombres dansantes sur les murs de bûches tandis que la famille se rassemble autour de la table grossière que William a fabriquée. Sarah sert un repas simple, bouilli de maïs sucré avec les pommes séchées qu'elle a conservées depuis la traversée de la Columbia et le dernier venaison d'un cerf que Thomas a abattu la semaine précédente. Après des mois de rations de voyage, c'est un festin. Nous devrions dire quelque chose, suggère Sarah une fois assis. Pour marquer l'occasion, acquiesce Thomas, regardant sa famille. Sarah, encore trop mince mais avec un retour de couleur saine sur ses joues. William, presque aussi grand que Thomas maintenant, épaules élargies par le travail qu'il a entrepris. Emma, sa mère en miniature, sérieuse et capable au-delà de son âge. Et Daniel, parvenant toujours à rester un enfant malgré tout ce qu'ils ont traversé. Nous avons quitté l'Illinois à la recherche d'un nouveau foyer, commence Thomas, cherchant lentement ses mots. Nous l'avons trouvé, mais nous avons découvert bien plus en chemin. Nous avons découvert des forces que nous ignorions posséder. Nous avons appris ce qui compte vraiment, non pas les possessions ou le confort, mais nous, la famille, la communauté. Il regarde Sarah, se souvenant de leur conversation près du feu dans les montagnes. La foi, même lorsqu'elle est cachée par la peur. Et l'amour, ajoute Sarah doucement. Toujours l'amour. Toujours l'amour, acquiesce Thomas. Alors ce soir, nous remercions pour ce toit au-dessus de nos têtes, pour la nourriture devant nous, pour la terre qui nous nourrira, pour le voyage derrière et la vie à venir, et surtout pour nous-mêmes. Un moment de silence s'installe tandis que ces mots s'ancrent autour d'eux. Puis Daniel intervient. On peut manger maintenant ? Je meurs de faim. La communauté éclate de rire, fatigué mais sincère. Le rire de ceux qui ont affronté le pire et survécu, qui peuvent trouver la joie dans de petits moments parce qu'ils savent combien ces moments sont précieux. À l'extérieur, la pluie continue de taper doucement sur le nouveau toit, en contrepoint du crépitement du feu. La cabane est chaude, sèche, sûre. Pour la première fois depuis des mois, Thomas n'a pas à se soucier du temps, du voyage du lendemain, de tous les 1000 dangers du sentier. Il observe sa famille manger, ses yeux se posant sur ses bottes alignées près de la porte. À peine reconnaissables, usées et réparées depuis l'Illinois, craquelées et tachées. Leur marque raconte le voyage, sang, boue, eau de rivière, neige, chaque éraflure et déchirure témoignant de leur parcours. Il faudra de nouvelles bottes au printemps pour labourer les champs et planter les premières récoltes. Mais pour cet hiver de repos et de récupération, les anciennes suffisent, rappelant combien ils ont parcouru et surmonté. Sarah suit son regard, comprenant. « Tu devrais les garder, dit-elle. Pour montrer aux petits-enfants un jour. » Des petits-enfants ? Thomas hausse un sourcil, souriant. « Tu t'avances, non ?» Elle hausse les épaules, retournant le sourire. C'est bon d'avoir de nouveaux rêves, de nouvelles aventures à attendre. Il ne peut rien y répondre. Le sentier de l'Oregon n'était que le début. Après tout, la vie qu'ils bâtissent ici, la ferme, la communauté, la famille qui pourrait un jour inclure des petits-enfants. C'est le vrai voyage qu'ils feront ensemble, jour après jour, saison après saison, année après année. À l'extérieur, la pluie poursuit son rythme doux sur le toit. À l'intérieur, le feu crépite, projetant sa chaleur sur la famille rassemblée autour de la table. La cabane est petite, le mobilier rudimentaire, l'avenir encore incertain de bien des façons. Mais en ce moment, c'est suffisant, plus que suffisant. Thomas regarde encore une fois sa famille, en sécurité, enfin chez eux, et ressent un profond contentement s'installer sur lui, chaud et enveloppant comme une couverture lors d'une nuit froide.
Comme le voyage qui les a amenés ici, leur histoire ne fait que commencer. Mais pour l'instant, dans ce moment de calme, près du feu, il peut se reposer.